Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième webinaire de la semaine. Je vous souhaite la bienvenue. Deuxième webinaire de la semaine. On a la chance cette semaine d'avoir deux experts parmi nous pour nous partager de la thématique de la semaine, les neurotransmetteurs. Donc lundi, nous avions Olivier Madelrieux pour échanger et partager sur le sujet. Et ce soir, nous sommes en compagnie du docteur Olivier Siam. Bonsoir Olivier. Bonsoir Mathilde, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous, comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très content d'être là ce soir pour partager avec vous. Alors, je le rappelle pour nos abonnés, tu es docteur, tu es neurologue. Tu es neurologue avec une couleur un peu particulière parce que tu es passionné, tu t'es intéressé à d'autres sphères que la pure neurologie. Tu t'intéresses à la spiritualité, à la méditation. Je crois même avoir entendu que tu avais beaucoup voyagé en Asie, en Inde notamment, à Bali, je crois, en Thaïlande. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Je pense que ça a joué, ça à me rapprocher de ces passions, effectivement, de faire le yoga à Bali, puis après j'ai poursuivi en Inde, méditation aussi en Thaïlande. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça a donné une couleur un peu à ton profil, heu, plutôt scientifique du coup. Oui, alors j'avais commencé la médecine avant. C'est vrai que j'ai commencé plutôt Bien sûr. du côté très cartésien. Puis après, je pense qu'on peut dire via le voyage, je me suis ouvert à d'autres façons de voir à la fois le corps humain, parce que bon, j'ai quand même un petit tropisme pour la médecine, mais aussi même le fonctionnement du monde, l'univers du vivant, je dirais. Ouais. Ah super. Bonsoir, je vois que Geneviève est connectée. Bonsoir Geneviève, bonsoir Véronique de Bretagne. Bonjour, vous êtes des habituées toutes les 2, je reconnais vos noms. Bonsoir à toutes les 2. Les abonnés ont peut-être eu la chance et le plaisir de t'écouter sur un webinaire qui était passionnant il y a quelques mois maintenant, où tu avais abordé la thématique de comment comment les neurotransmetteurs impactent votre amour. Donc si vous l'avez manqué, je vous invite à aller le regarder, c'était passionnant. Il y avait des petits exercices, des tips, tu partageais voilà, des astuces au quotidien pour doper un petit peu les neurotransmetteurs. Alors autour de l'amour, aujourd'hui, on va avoir de manière un peu plus large une sphère autre que l'amour pur. Mais voilà, c'était déjà une première approche que tu avais partagée sur Vivo Vojo. Je vous encourage vraiment à aller regarder ce webinaire qui était absolument passionnant. Bonsoir Catherine de Montréal, international ce soir. On est ravis de vous retrouver ici. Et je tiens aussi à signaler que tu as sorti un livre il n'y a pas très longtemps de ça, donc formidable, qui s'intitule Petit traité de neurospiritualité, qui va traiter du lien entre la matière neuronale, le psychisme, l'esprit, le cerveau. Tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est un peu ça. En fait, l'idée du livre, c'était de faire rejoindre un petit peu mes deux casquettes, si on peut dire, c'est-à-dire d'un côté une passion pour justement le cerveau, la neuroscience, j'aime vraiment comprendre comment ça fonctionne, et de l'autre côté, tout ce que parfois on n'explique pas forcément, tout ce qui va être le ressenti, les émotions, donc voilà, faire une sorte de pont entre l'esprit, qui peut être le psychisme, et de l'autre côté, le cerveau, la matière, le neurone, donc essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre, comment l'un peut expliquer l'autre, ou parfois comment ils peuvent ne pas se rejoindre, quoi, justement. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, dans le livre, j'essaye justement de discuter de différents modèles de compréhension, et parfois d'essayer donc de proposer même des théories, des hypothèses, voilà, en rapport. Passionnant. Donc, il est aux éditions Percé et on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, un peu Oui, oui. partout donc. Formidable. Et puis voilà, c'est ce qui est intéressant du coup avec un profil comme le tien, c'est-à-dire docteur, neurologue, donc tout l'aspect scientifique et à la fois du coup avec la couleur que tu as donnée à ton profil avec de par tes voyages et tes sources d'intérêt, voilà quelque chose de plus holistique et de plus global. Donc c'est ça qui est intéressant et que tu vas nous partager ce soir. Eh oui, avec plaisir. Donc la semaine dernière, Olivier Madelrieux nous a partagé des riches informations avec son regard de pharmacien. Et donc ce soir, on va avoir le prisme du neurologue sur ce sujet. Donc on peut démarrer les questions dès à présent, si tu le veux bien. Oui, avec plaisir. Alors écoute, tout d'abord, je te propose peut-être de faire une distinction pour que ce soit peut-être plus au clair pour
démarrer et poursuivre les questions, n'hésitez pas d'ailleurs, je vous rappelle à poser vos questions. Voilà, vous avez l'occasion d'avoir les auteurs et des experts en direct avec nous, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On en a reçu quelques-unes par mail qu'on va partager ici ce soir, mais voilà, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Donc première question peut-être pour démarrer et amorcer toutes les autres, peut-être faire une distinction entre les neurotransmetteurs et la neurotransmission. Oui. Alors, c'est vrai que c'est important. Les neurotransmetteurs, bon, plus c'est de plus en plus connu, hein, je dirais même dans le langage courant, les neurotransmetteurs, ça reste des messagers. Hein, c'est-à-dire que ça va être comme des clés qui vont aller dans les serrures pour activer des voies neuronales. Donc la neurotransmission, c'est-à-dire faire parvenir un ressenti, une émotion ou une pensée, c'est aussi l'activation de voies neuronales. Et ça va être les neurotransmetteurs, donc il y en a énormément qui existent, hein, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, l'histamine, l'ocytocine, mais un neurotransmetteur seul ne va pas induire une fonction. Il a besoin pour ça de récepteurs qui vont être disposés à certains endroits, et ensuite ça va induire une neurotransmission. Un exemple concret, c'est par exemple le système nerveux autonome. Donc, on va avoir, donc ça fait partie du système nerveux périphérique. Hein, où on a le système nerveux sympathique qui va plutôt être en relation avec la mise en activité du corps, et le système nerveux parasympathique. Eh ben, le système nerveux parasympathique, il utilise l'acétylcholine pour fonctionner. Mais le système nerveux sympathique de l'action, il utilise à la fois l'acétylcholine et ensuite la noradrénaline. Donc, vous voyez, finalement, ce qui va induire la détente, c'est pas tant l'acétylcholine, parce que ça peut, par exemple, induire le système nerveux sympathique également, mais ça va plutôt être l'activation du système nerveux parasympathique, donc de la détente, de la relaxation, tout ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est important de différencier les deux. Et pareil, au niveau du cerveau, il se passe un petit peu les mêmes choses, surtout que bon, là, ça complexifie un peu la chose, hein, mais c'est le cerveau, c'est normal, hein, c'est parfois compliqué. Je suis sûre que tu vas arriver à nous le faire de manière très intelligible. En fait, les neurotransmetteurs, en fonction des récepteurs sur lesquels ils vont agir, ils peuvent parfois donner des effets antagonistes. Un petit exemple simple, la sérotonine, hein, qui est plutôt propice au sommeil, et ben, selon le récepteur où elle va se fixer, par exemple les récepteurs 5-HT2A, va plutôt maintenir l'éveil. Voyez, donc tout n'est pas si simple au niveau des neurotransmetteurs. Il y a derrière donc toute une structure neuronale qui va utiliser les neurotransmetteurs pour justement fonctionner. Voilà, c'est le petit point qui est important. Donc c'est vrai qu'on parle un peu plus facilement de neurotransmission, mais la neurotransmission utilise des neurotransmetteurs. Voilà. C'était juste pour clarifier un peu ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant, c'est qu'il y a pas que la matière, il y a après le chemin et l'outil pour y arriver. Donc il y a et les outils et le réceptacle. Donc c'est important parce qu'on peut avoir les outils, mais on peut pas s'en servir. Donc c'était bien de faire ce distinguo entre les 2. J'en profite pour saluer André qui vient de se connecter. Bonsoir André. Et un autre petit point pareil sur ces neurotransmetteurs. Alors, il est vrai aussi que les neurotransmetteurs, ils peuvent être associés donc justement à des manifestations psychiques, mais j'en parle justement un petit peu dans le livre. Ça peut être dans les deux sens. Hein, c'est quelle est la poule, quel est l'œuf. Et donc, par exemple, quand on a la sérotonine qui est basse, ça peut induire un état de tristesse. Et on sait que si on déplète en sérotonine des animaux, hein, on va pas le faire chez l'humain, mais il va y avoir des comportements, par exemple, dépressifs qui vont être associés. Et inversement, si on augmente les taux de sérotonine, ça peut soulager un comportement dépressif. Mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens, que quelqu'un qui va mal, qui suit une psychothérapie et qui va mieux, ses taux de sérotonine vont également remonter. Donc, est-ce que c'est vraiment les neurotransmetteurs qui donnent le psychisme et l'humeur, ou est-ce que c'est l'humeur qui s'accompagne de taux? C'est pas si clair en fait. Les deux vont dans les deux sens. C'est pour ça que les neurotransmetteurs, on peut pas axer tout dessus. Et même avant, c'était un petit peu ce qu'on faisait, qu'on a découvert justement toute la pharmacologie des neurotransmetteurs. Mais en fait, on sait que la neurogénèse, justement, les structures neuronales de la neurotransmission sont tout aussi importantes. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus, par exemple dans la dépression, des thérapies. Alors je dirais alternatives, mais des thérapies donc médicales, comme la stimulation cérébrale, la RTMS, un magnétique, où on va venir stimuler avec du magnétisme en fait des aires cérébrales pour justement muscler une neurotransmission. Alors après, ça va effectivement rehausser les taux par exemple de sérotonine, hein, mais on n'agit pas directement sur le neurotransmetteur. Il y a des nouveaux antidépresseurs là qui sont à l'essai.
par exemple, je vais en citer un, le NSI 189, qui augmente la neurogénèse, c'est-à-dire qui augmente la création de nouveaux neurones. Voilà. Donc, le neurotransmetteur est très important pour la neurotransmission, mais il y a aussi cette structure neuronale dont on s'intéresse de plus en plus, on va dire. Oui, la seule prise de comprimé ne suffit pas. Il y a Bah vraiment voilà, tout un ensemble. le neurotransmetteur ne suffit pas à changer une personnalité. Alors, hélas, si, parfois ça le peut si on dérègle les voies, mais voilà, il y a tout un travail de fond également pour essayer de comprendre. Ouais, c'est très intéressant. C'est justement toute cette approche-là qu'on va retrouver sur Dynamica, c'est au global, c'est de manière, Voilà, générale et pas uniquement il n'y a pas un seul biais et certainement pas un seul comprimé donc exactement. C'est avec mmh. toutes les techniques qui sont expliquées, que ça soit de relaxation, de cohérence cardiaque, de méditation ou autre, on va augmenter un peu les neurotransmetteurs, mais on va aussi muscler notre système nerveux Mmh. parasympathique de la détente. On va, par exemple, dans la méditation, augmenter certaines zones cérébrales. On sait que, par exemple, après le programme de MBSR de 8 semaines de méditation, on a la substance grise du cerveau des hippocampes, c'est-à-dire les zones de la mémoire qui augmentent. Donc, il y a vraiment des modifications structurelles du cerveau, hein. Donc, mais aussi des neurotransmetteurs. Mais voilà, c'est comme tu dis, Mathilde, avec une approche beaucoup plus globale. C'est pas juste en potentialisant, en prenant par exemple du tryptophane pour augmenter sa sérotonine, que voilà qu'on va réellement transformer. Surtout qu'il peut y avoir des phénomènes justement après d'accoutumance, de choses comme ça, quoi. Donc, c'est plutôt une approche globale qui est nécessaire. Exactement. Tu peux nous parler peut-être de la méditation MBSR, je crois que tu viens de dire? Alors, en fait, le MBSR, c'est la méditation de pleine conscience. Le MBSR, c'est le Mindfulness Based Stress Reduction, qui a été, alors, comment dire, ramené de l'Asie par John Kabat-Zinn aux États-Unis. Il y a, je pense, dans les années 50 ou 60. Et il a fait, il faudra vérifier hein, les années exactes, mais bon, il y a plus de 30 ans, On plus en de 50 tiendra par ans. rigueur. Voilà. Et en fait, lui, il a laïcisé ses méditations qui étaient d'origine bouddhiste, hein, et il a fait d'ailleurs l'étude Princeps, c'est-à-dire la première étude sur la méditation. C'est des patients qui avaient du psoriasis et qui allaient donc dans une salle de photothérapie, donc parce que la lumière photothérapie améliore le psoriasis. Et il y a eu deux groupes. Il y a eu un groupe, on leur a rien demandé de faire, et l'autre groupe, on leur a fait une sorte de méditation avec une visualisation. Et dans le groupe avec le psoriasis, il y avait, je crois que c'était x4, mais en gros, il y avait une amélioration spectaculaire comparée au groupe contrôle. Et donc après, lui, il a créé sa réelle clinique du stress. Alors en fait, le MBSR, maintenant, c'est quelque chose quasiment de copyright. Pourquoi je le cite? C'est parce que dans les études scientifiques, je dirais 9 fois sur 10, c'est cette méditation-là qui est utilisée pour les études. Pourquoi? Parce qu'elle dure sur 8 semaines, elle est très protocolaire, les formateurs sont agréés, et je suis pas formateur, hein, donc je ne prêche pas ma paroisse, mais c'est voilà pour dire que, et nous, en médecine, moi j'ai le diplôme universitaire de méditation et santé, et quasiment toutes les études, bon, moi j'ai fait mon mémoire dessus sur les céphalées, donc les maux de tête et la méditation, Mmh. le MBSR parce que au moins on sait que tous les patients vont avoir la même chose comme ça. Il n'y a pas que cette façon de méditer hein, du tout, hein. C'est la méditation de pleine conscience qu'on peut apprendre d'autres façons, mais pour les études ça a le mérite d'être reproductible. C'est pour ça que on privilégie ce format. Mais c'est de la Oui, pleine conscience. elle a une sorte de crédibilité un peu plus poussée que Et voilà, d'autres qui peuvent avoir les mêmes résultats, mais voilà, celle-ci, totalement, elle a été un peu totalement. plus étudiée, c'est Voilà, intéressant. plus standardisé en fait, on va dire. Oui, d'accord, très bien. Écoute, on peut continuer avec, les questions qu'on a reçues Ouais. sur, les maladies. Alors la question est peut-être un peu large, mais voilà, on va essayer de redistinguer et de hiérarchiser, la question. Sur toutes les maladies qui peuvent être liées, c'est Patricia qui vous avait posé la question, toutes les maladies qui peuvent être liées aux carences des neurotransmetteurs. Alors, j'imagine que la question est Non, immense, non, je vois, mais c'est une très bonne question. Alors, bon, déjà, on va peut-être parler en premier, par exemple, des maladies un peu psychiatriques, comme la dépression, comme, mmh bon, bah, on peut c'est parler bien, aussi. peut-être que tu nous différencies les types de maladies, donc Voilà. psychiatriques, Alors, OK. par exemple, la dépression, donc bon, qu'on connaît alors, faut faire attention avec la dépression, parce qu'il y a déprime et dépression. La dépression, c'est vraiment, il y a des critères, hein, ça doit durer un certain temps, on doit avoir des idées noires, de la tristesse, une perte d'estime. Enfin, il y a vraiment des critères, il faut en avoir certains. Et après, elle peut être sévère, modérée ou légère. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'EDM, l'épisode dépressif majeur. Hein. C'est pas, par exemple, si on n'est pas très bien pendant une semaine ou deux ou un week-end, c'est pas une dépression. Une dépression, ça doit durer dans le temps, 4 semaines. Enfin bon, ça doit être quelque chose c'est une période. Hein, c'est une période.
Et donc, ça rejoint un tout petit peu le début, c'est dépression de neurotransmetteurs. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la transmission monoaminergique, donc en gros des neurotransmetteurs, principalement de la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, en particulier la sérotonine, est diminuée en cas de dépression. Et là, ça ouvre le débat jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. On considérait, c'était quand même la psychanalyse qui était très ancrée en Europe, et on considérait donc la dépression, c'était des refoulements, des choses comme ça, et donc on pouvait travailler dessus avec une certaine efficacité. Et actuellement, c'est plutôt les thérapies cognitives et comportementales mais bon. Et on arrivait à soigner quand même des dépressions avec les TCC ou même avec la méditation, même si ça a plutôt été prouvé pour les rechutes dépressives. Et après, quand on a découvert les antidépresseurs, là, on arrivait pharmacologiquement en remontant les taux de sérotonine, justement, on pourra en discuter plus tard si ça intéresse certaines personnes, comment ça fonctionne, mais en gros, ça rehausse les taux de sérotonine et on arrive à alléger les symptômes, à améliorer alors, ça marche dans 2 tiers des cas. Il y a que 2 tiers de patients, il y a 2 tiers de patients répondeurs et donc c'est quand même beaucoup, 2 tiers, mais il y a quand même un tiers qui échappe aux premières lignes. Alors, toute la question, c'est ça, est-ce qu'on fait une dépression à cause de la sérotonine ou est-ce que la sérotonine est basse à cause de notre dépression? Je dirais le débat n'est pas résolu. Le débat n'est pas résolu. Un psychologue vous dira non, c'est les problèmes psychologiques qui font effondrer un système ou je sais pas, un marxiste dira que c'est la société, le travail, la lutte. Enfin, chacun verra son. Mais que la sérotonine est secondaire à ça. Et d'autres que j'ai rencontrés, des psychiatres très pharmacologiques, diront que non, c'est vraiment avant tout de la neurotransmission. Quand la neurotransmission s'effondre, on fait une dépression et que le facteur psychologique n'a qu'un effet un petit peu déclencheur, mais que bon, en gros, c'est plutôt quasiment mécanique, quoi. Donc, est-ce que voilà, déjà pour ça, le débat n'est pas entièrement résolu. Pareil, dans la schizophrénie, on sait qu'il y a des altérations, alors des neurotransmetteurs, mais plutôt de la neurotransmission, avec bon, la schizophrénie, ça c'est peut-être un petit peu plus compliqué, où on a donc justement une désorganisation. Mais bon, on va pas rentrer en. C'est un peu moins quotidien, mais c'est présent malgré tout, donc c'est quand même intéressant de comprendre le fonctionnement. Dans la schizophrénie. Et on peut avoir justement, par exemple, c'est là où ça va être intéressant, cet exemple-là de la schizophrénie, c'est qu'on sait que la dopamine, elle peut être impliquée, mais la dopamine, elle est impliquée, elle est à la fois en excès dans certaines zones du cerveau qui va donner justement les symptômes qu'on dit positifs, c'est-à-dire, alors ils sont pas positifs, symptômes, ils sont créatifs, c'est-à-dire des hallucinations, des délires, donc ça va être les symptômes, donc on dit positifs, et après il va y avoir des symptômes déficitaires, de repli sur soi, d'incurie, parce qu'il y a justement une hypodopaminergie. Donc vous voyez, par exemple la dopamine et la schizophrénie, avant on pensait que c'était que la dopamine qui était en excès, donc on mettait les neuroleptiques qui sont des antidopaminergiques, le neuroleptique, quel qu'il soit, l'aldol, le Zyprexa, bon, tout ça, ça permet de diminuer la transmission de la dopamine. Mais on s'est rendu compte que, en fait, il y avait certaines zones du cerveau qui avaient trop de dopamine, d'autres qui n'en avaient pas assez. Et donc, il y a un nouveau, qui n'est plus si nouveau, un autre traitement qui est sorti, la Bidify, qui s'appelle l'aripiprazole. Plutôt, on va utiliser le nom de la DCI, le nom scientifique, qui lui est à la fois agoniste et antagoniste, c'est-à-dire à la fois il va la bloquer à certains endroits et à la fois il va l'activer. Donc, encore une fois, c'est pas un neurotransmetteur qui fait une maladie. C'est plutôt, là, dans le cadre de la schizophrénie, on sait que le cerveau, dès le début, il est formé un petit peu différemment. Il y a des sensibilités aux récepteurs qui est un peu différentes. Donc, ça, c'est un point qui est important. Ensuite, si on se rapproche un peu plus des maladies neurologiques, par exemple la maladie de Parkinson, où là, on va avoir une diminution de la dopamine au niveau du cerveau, effectivement, on va avoir, là, ça va être la carence en dopamine qui va donner les symptômes, donc, qui vont être, donc, dans le syndrome parkinsonien, tremblement, tremblement, rigidité et hypokinésie, c'est-à-dire un mouvement qui est ralenti. On peut en avoir que 2 sur les 3, ça arrive, ou que 1 sur les 3. Voilà, une forme tremblante ou une forme akinétorigide. Bon. Et là, on est sûr que c'est dans ce sens-là. Là, on est certain que c'est la carence. Eh bien, oui, mais pareil. Alors oui, non, on est certain que c'est dans ce sens-là. Pourquoi on est certain que c'est dans ce sens-là? Parce que le fait justement de rétablir les taux de dopamine en apportant, on va dire, le précurseur, la dopa, et ça, nous, on le voit quotidiennement. On a des patients qui viennent nous voir, ils sont vraiment tout ralentis, ils ont un côté qui bouge plus, un bras très très raide et ils tremblent. On leur met le traitement, 1 mois après, ils sont revenus comme avant.
Vraiment, et on a parfois des chocolats. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie des maladies où les patients sont le plus rapidement soulagés. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment le manque de dopamine qui va. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelle est la cause de ce manque de dopamine? Oui. Eh ben, en fait, c'est la destruction des neurones dopaminergiques. Et vous voyez, on revient à cette notion de structure que c'est pas le neurotransmetteur en lui-même. Alors, bon, il y a une petite altération de ce qu'on appelle la tyrosine hydroxylase. Il y a aussi une enzyme, un petit problème dans la voie de la neurotransmission. Mais le plus important, c'est que les neurones dopaminergiques de la voie nigriostriée, peu importe, hein, mais en gros de la voie qui va permettre l'activation du moteur, il y a une dégénérescence. Et même quand la maladie commence, en général, on a près de 80% des neurones dopaminergiques qui ont été détruits. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la neurotransmission, la structure qui est détruite. Et après, comme il y a moins de neurones à dopamine, effectivement, il y a moins de dopamine. Et voilà. Donc, quelle est la cause de maladie de Parkinson? Est-ce qu'on peut dire que c'est le manque de dopamine? Oui et non. C'est surtout la dégénérescence des neurones à dopamine. Il y a un autre exemple peut-être plus concret, la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer, où on va avoir vraiment quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer, c'est pas un problème de neurotransmetteurs initialement, hein. C'est plutôt une dégénérescence des neurones des hippocampes, des neurones donc des zones de la mémoire. Alors qu'est-ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer? Il y a des dépôts qu'on appelle bêta-amyloïdes. Si vous voulez, c'est des sortes de déchets qui sont naturellement nettoyés, notamment dans le sommeil profond. Enfin bon. Et en fait, ils vont s'accumuler. On ne sait pas tellement pourquoi. Alors, on connaît des facteurs de risque, par exemple, pas bien dormir, prendre des somnifères parce que ça dégrade la qualité du sommeil, des facteurs de risque vasculaires. Bon, on sait un petit peu ce qui peut provoquer, mais on ne sait pas trop pourquoi certains patients vont accumuler. Il y a des causes génétiques. Hein, on a plusieurs grands-parents qui ont eu la maladie d'Alzheimer, on a un peu plus de chances de l'avoir. Enfin bon. Et après, donc, ces bêta-amyloïdes vont s'accumuler dans certaines zones du cerveau et vont induire une dégénérescence. Et donc, après, par la dégénérescence, effectivement, il peut y avoir une baisse des neurotransmetteurs. Et c'est pour ça que dans les neurotransmetteurs impliqués dans le cognitif, hein, il y en a plusieurs hein, en réalité, même les récepteurs. Enfin bon, on va faire plus simple, on va parler de l'acétylcholine, ou plutôt du système cholinergique, parce qu'il n'y a pas que l'acétylcholine, il y a aussi la butyrylcholine, mais bon, c'est le système cholinergique. Donc, et en fait, pendant longtemps, on utilisait donc des traitements pour augmenter l'acétylcholine, en diminuant la dégradation de l'acétylcholine. Et donc, c'est ce qu'on appelle les anticholines estérasiques, c'est-à-dire on va diminuer l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, et donc avoir une acétylcholine plus haute. Mais en fait, ça marche un petit peu, c'est-à-dire que les patients, quand on leur donne, il y a une étude, ça s'appelle l'étude Domino d'ailleurs, qui a montré qu'ils peuvent gagner un petit peu. C'est modeste, hein, l'augmentation, ça gagne un petit peu. Mais vous savez peut-être, là, il y a quelques années, en France, ces traitements, ils ont été déremboursés. C'est-à-dire que l'autorité de santé a considéré, parce qu'ils peuvent donner des effets secondaires, hein, bien entendu, notamment cardiaques, digestifs, hein, parce que l'acétylcholine, elle joue sur différentes voies périphériques également. Et ces traitements, eh bien, ils ont été déremboursés parce que ils pouvaient apporter un petit peu de bénéfices quand même, et ça on peut le voir. Mais comme ils avaient des effets secondaires, c'était pas si clair, et surtout, et c'est ça le point le plus important, il ne change pas l'évolution de la maladie. C'est-à-dire qu'un patient qui va prendre un anticholinesterasique, la rivastigmine, peu importe le nom, et ben 10 ans après ou 5 ans après, il aura la même évolution, il va pas ralentir. C'est ce qu'on appelle, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle pas justement les traitements disease modifying, c'est-à-dire des traitements qui vont modifier l'évolution. C'est-à-dire que prendre ces traitements va faire qu'on va moins perdre de neurones 3, 4, 5 ans après. Donc ces traitements, on peut les utiliser, hein, les anticholinesterasiques. Moi, je les utilise encore dans certains cas précis, des patients jeunes, par exemple, qui doivent encore travailler ou autre. Mais voilà, c'est plus, on allait un petit peu au bout, on a essayé de monter artificiellement cette acétylcholine, mais quelque part, c'est pas tant le problème, puisque le problème, c'est les hippocampes qu'on voit très bien sur les IRM. Hein, normalement, les hippocampes, c'est 2 sortes de boules. Et chez les patients qui ont la maladie d'Alzheimer, plus ça avance, plus ça se rétrécit. Hein, c'est classé par ce qu'on appelle le score de Shell-Tels dans les IRM. Hein, si vous faites une IRM qui a marqué le Shell-Tels, c'est justement la classification. 0, vos hippocampes sont parfaits. 4, ils sont vraiment pas bien, très atrophiés. Et voilà, 1, 2, 3, 4. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, dans la maladie d'Alzheimer, maintenant, les nouvelles pistes, hein, d'ailleurs, les traitements qui sont en cours d'essai. J'allais te demander du coup ce qui était utilisé, si ça c'est un petit peu obsolète. Dans les traitements en cours d'essai, c'est des anti-protéines amyloïdes. En fait, on va vacciner les patients contre la protéine, le bêta-amyloïde que je vous ai expliqué, qui va s'accumuler. Donc l'idée, ça va être
de venir la détruire immunologiquement. Le problème, c'est que qui dit vaccin, dit réaction immunitaire. Alors, Mmh. les premiers essais, ça a été un peu ça a été pas, enfin, ça, Compliqué. ils ont signé les patients, ça n'a pas été, Ouais, ça n'a pas été très probant, enfin, au contraire, ouais. donc il y en a eu beaucoup, hein, donc d'anticorps anti-bêta-amyloïdes qui ont été essayés et là, les derniers essais, ils ont été arrêtés pour futilité, c'est-à-dire que bon, ça n'a pas aggravé les patients, mais ça n'a pas été à voir. Donc, mais en gros, c'est un peu l'avenir. Après, il y a d'autres pistes pour la maladie d'Alzheimer, naturelle d'ailleurs, enfin naturelle, voilà, pour essayer de diminuer cette accumulation de bêta-amyloïdes. Voilà, qui permet donc, par ce qu'on appelle la neuroprotection, d'essayer de jouer vraiment sur la base de la maladie, sur la dégénérescence, et éviter l'accumulation. Donc il y a différentes études en cours, enfin qui existent. Hein, par exemple, je peux donner quelques noms comme ça. Hein, c'est pas le resveratrol. Je ne sais pas si vous connaissez Mmh. cet antioxydant qu'on trouve dans le raisin, dans la pistache. Antioxydant. Voilà, c'est un des plus forts antioxydants. Mmh. Et lui, il y a eu une étude en particulier, au à haute dose, ils l'ont donné chez des patients avec des troubles d'insuffisance cognitive, démence, hein, comme on appelait ça avant. Et il y avait une amélioration carrément. Et ça, en fait, c'est le resveratrol, il agit, bon, ça après peut-être qu'on en parlera un jour dans une autre vidéo, sur les voies du vieillissement, les sirtuines 1, qui vont justement inverser le vieillissement, comme le jeûne actif. Bon, voilà, il y a différentes façons d'activité cette fois, c'est les sirtuines 1. Et voilà, donc on joue plutôt là-dessus. Le resveratrol, il y a des études. Alors ça c'est une étude de vraie vie, c'est-à-dire sur des patients qui ont la maladie Alzheimer. Donc voilà, le resveratrol, il y a une étude dessus intéressante. Après, on sait que in vitro, c'est-à-dire ou soit en expérience, soit le curcuma par exemple aide à diminuer enfin plutôt à faire la clairance. Est-ce que ça se dit? Ouais, clairance, c'est l'évacuation, le nettoyage de la bêta-amyloïde. Donc il y a le curcuma, il y a le chocolat noir, le Est-ce que cacao. déjà en prévention, ça peut être intéressant à consommer? Moi, je le Si conseille. comme Je tu le le conseille. disais, on a des grands-parents, des parents qui ont Alzheimer, est-ce que déjà, sans forcément des signes, ça peut être intéressant d'introduire régulièrement ça dans son Non, alimentation? moi, en tout cas, c'est ce que je conseille parce que pour le coup, déjà, par l'alimentation, on ne prend pas forcément beaucoup de risques comparé à d'autres choses. Mmh. Et euh, moi, si je le conseille, c'est surtout là, ce soir, je suis quand même invité en tant que médecin, c'est qu'il y a eu des études dessus. Hein, du coup, sinon, je me le Oui. permettrais pas. Et c'est vrai que le thé vert, donc le curcuma, le cacao, la cannelle, tout ça, il y a eu des études qui montrent que ça a un effet anti-amyloïde, donc ce déchet qui vient être toxique. Après, je dis pas que c'est un traitement de la maladie d'Alzheimer. Hein, on Non, attend bien beaucoup. sûr, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas beaucoup de patients repartent. Alors, il n'y a pas de traitement pharmacologique. Hein. Le meilleur traitement de la maladie d'Alzheimer, c'est l'orthophonie. Enfin, c'est plutôt la stimulation cognitive. Alors, je dis orthophonie, ça peut être autre chose. Ça peut être de l'éveil sensoriel, la méditation. D'ailleurs, il y a eu des études sur la méditation. Mais en fait, on en revient à quoi? À essayer de muscler notre neurotransmission. Ouais. Essayer de refaire des connexions, des refaire. Voilà. Bon, j'ai un peu digressé. Mais... Non, c'était très intéressant de comprendre. Donc, il y avait des mots un peu scientifiques, mais on regardera le replay, dès demain si on a besoin de revoir D'accord. ces mots un peu techniques. Mais c'était intéressant de comprendre et de faire le lien parce qu'on peut pas retenir une information si on comprend pas le sens. Donc c'était Et oui, bien voilà. d'avoir fait, tout le cheminement pour, arriver finalement à avoir des petites pistes, ne serait-ce qu'à dans l'alimentation, puis en plus, curcuma, en jus, c'est super, le cacao, enfin en plus, il nous a donné des petites pistes, agréables là. Je veux dire resveratrol, le raisin, c'est chouette, enfin Oui, bon, voilà. Le jus de grenade, toutes ces choses-là, ouais. Bon, en fait, pour génial. répondre à la question, c'est vrai, initiale, alors on parle beaucoup de, pardon, je voyais, pour revenir à la question initiale, c'est vrai, donc la neurotransmission, est-ce que les neurotransmetteurs, il faut encore recontextualiser ça, qu'ils sont dans des voies. Et si jamais une Oui, voie est atteinte, pareil, dans la maladie de Parkinson, les traitements marchent très bien, mais c'est symptomatique. Et comme la dégénérescence continue, je vous ai dit que les patients ils étaient très contents mais plus la maladie avance, plus on doit augmenter les doses. Et au bout d'un moment, ça marche plus très bien. Au bout de 10 ans, ça marche plus très bien. Donc en fait, c'est vraiment la neurotransmission, enfin la structure neuronale, la neuroprotection. Voilà, et si la neuroprotection va, tout va. Enfin, tout va. Au moins, voilà, c'est pas que les neurotransmetteurs. Souvent, les neurotransmetteurs, il y a quelque chose derrière tout ça. Et c'est-à-dire s'ils sont descendus, alors ça peut être psychologique effectivement, mais ça peut aussi être qu'il y a une dégénérescence en cours. mmh, très bien. Bon, on va prendre la question de Claire. Bonsoir Claire, bienvenue. Actuellement, on parle beaucoup de pycnogénol en tant qu'antioxydant, en effet de mode ou efficace pour la circulation cérébrale?
Alors, le pycnogénol, il y a beaucoup d'études dessus. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'extrait de pin maritime. Donc, alors en fait, la structure, elle est très proche de l'extrait de pépins de raisin. Donc, c'est des anthocyanines. Bon, c'est des antioxydants qui sont très puissants, effectivement. Et le pycnogénol, il y a eu beaucoup d'études dessus. Il a un effet, donc, il va activer ce qu'on appelle la voie de oxyde nitrique. Nitrique oxyde. En fait, je fais beaucoup en anglais la bibliographie, donc parfois, mais je crois que c'est oxyde nitrique on dit en français, ou nitrique oxyde. La voie de le NO qui va faire la vasodilatation. Et donc lui, il induit une production d'oxyde nitrique qui va dilater les vaisseaux. Et au niveau cérébral, il y a eu des études justement dessus sur le pycnogénol. Pareil, il aura un effet anti-bêta-amyloïde et il augmente. Il y a une vasodilatation qui est là. Alors après, il faudrait faire des études pour pouvoir le recommander plus longues, voir si jamais il y a un bénéfice. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un bon traitement, ce pycnogénol, sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il a été très étudié. Alors après, est-ce que le pycnogénol ou est-ce que c'est l'extrait de pin? Parce que le pycnogénol n'est pas au même prix, par exemple, que l'extrait de pin. Forcément, c'est la marque. Mais les études ont été faites avec ça, donc c'est un peu comme le MBSR, hein. Mais ouais, il est prometteur ce traitement parce que il est très antioxydant et il a cet effet de vasodilatateur qui peut être intéressant, ouais. Comme le ginkgo biloba d'ailleurs. Donc pas que effet de mode, voilà, il y a les prémices en tout cas sont Ouais, intéressantes, non, agréables. c'est pas qu'un effet de mode. Je pense qu'on va Mmh. en continuer à en parler, ouais. D'accord, très bien. André nous demande le lien qu'il peut y avoir entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer. On en entend Alors, c'est vrai parler que, de ce lien, mais ouais, alors qu'en est-il? même d'une façon générale, les métaux lourds, Oui. alors peut-être que pendant un moment, on les avait peut-être un peu négligés. Mmh. Maintenant, on y revient de plus en plus. Alors, on a beaucoup de métaux lourds. Par exemple, aux États-Unis, dans tout enfant, alors c'est autre chose, mais qui a un TDAH, donc un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, on doit doser le plomb, par exemple, dans le sang. En France, c'est pas dans les recommandations, mais bon, on peut le faire. Moi, je le conseille quand même. Et voilà. Et par exemple, il y a donc dans les métaux indésirables, on a le plomb, on a bien entendu le mercure, on a le cadmium, on a l'aluminium. Alors, avec la maladie d'Alzheimer, effectivement, il y a quand même quelques évidences, quelques papiers qui peuvent montrer que les taux sont un peu plus élevés. Après, est-ce que tout ce qui est détoxification, choses comme ça n'a pas été étudié en tant que tel? Je pense que on en revient un petit peu sur les causes multifactorielles. Il y a des patients qui n'ont pas de surcharge ni en aluminium ni en métaux lourds qui vont faire quand même une maladie d'Alzheimer. Donc, c'est possible Ça que arrive. un peu ce que tu disais, Mathilde, que c'est une prise en charge aussi globale de peut-être que si jamais on a une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire on fait attention à pas se charger en métaux lourds, des choses comme ça, et qu'on arrivera mieux à évacuer la bêta-amyloïde. Et effectivement, une surcharge en métaux lourds peut justement ralentir la dégradation de la bêta-amyloïde et faire qu'elle s'accumule. En tout cas, il n'y a pas de, disons, on ne peut pas dire que la maladie d'Alzheimer soit due à un excès d'aluminium, mais c'est quand même, voilà, on sait que l'aluminium, ça peut donner des troubles cognitifs aussi si jamais il est en excès. Et, ouais. Mais il peut y arriver, tu as rencontré des patients, avec la maladie d'Alzheimer qui n'avaient pas forcément un excès d'aluminium ou de Alors, métaux non, lourds en tout cas, hein? on dose pas en systématique, ça fait pas Ah, vous dosez partie. pas systématique. Non, on D'accord. dose pas en systématique. Mais voilà, j'ai vu des études dessus et c'est vrai que c'est pas si net. Après, normalement, tout est quand même contrôlé pour pas qu'on ait. Enfin, voilà, il faut vivre sainement. Le détox en métaux lourds, ça existe aussi finalement, hein. Il y a des pistes aussi pour pouvoir le faire au moins, je veux dire d'un point de vue prouvé scientifique, il y a des études justement mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on fait en pratique courante dans les maladies. On les fait en cas d'intoxication au mercure, d'intoxication au plomb. Donc là, on a des protocoles bien définis. Après, comme ça, en systématique ou dans certaines maladies qui pourraient avoir un lien, c'est pas encore réalisé, quoi. Ouais. On peut faire le lien avec la question de Véronique qui parle des pesticides. Du coup, la maladie d'Alzheimer, c'est un petit peu pareil, j'imagine? Alors, en tout cas, les pesticides, ça, c'est quelque chose qui est établi avec la maladie de Parkinson. Les pesticides. D'accord. C'est quelque chose qui est même, je crois que c'est en train de passer ou c'est passé en maladie professionnelle, en particulier dans le vin, l'épandage. Et nous, enfin, en pratique, on voit effectivement les agriculteurs sont un peu surreprésentés dans la maladie de Parkinson. Et on sait que, alors maintenant de moins en moins, mais c'est vrai que
ceux qui faisaient de l'épandage avec des camions fenêtres ouvertes, voilà. Là maintenant il y a des camions climatisés avec des vitres, c'est moins, mais effectivement les pesticides sont reconnus et comme un facteur de risque. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est moins net. On peut penser un peu la même chose. Et pareil, il y en a qui font de l'épandage qui n'ont pas de maladie de Parkinson, donc on peut penser que ça serait un facteur très aggravant parce que ça peut-être ça bouche le système, mais en tout cas, pesticides Parkinson, ça, il n'y a pas de doute, hein, le côté toxique. Mais pesticides Alzheimer, c'est moins net. Ouais. D'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Hein, mais, ouais. Oui, bien sûr, mais pas forcément automatique. Bon, de manière générale, on s'accordera tous à dire que si on peut éviter la présence de métaux lourds, filtrer l'eau. On l'a vu là, récemment, la semaine dernière, avec Silver qui nous parlait de l'or bleu, de toutes les techniques pour filtrer l'eau. Et puis les pesticides, enfin voilà, essayer de manger évidemment le plus bio, le moins, le moins frelaté possible, évidemment. Ouais. On peut continuer avec la question, c'était alors de Maryse. Peut-on avoir des difficultés à être stable, pardon. Peut-on avoir des difficultés à être stable dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, à cause d'un déficit dans un des neurotransmetteurs? Alors, je dirais un petit peu, si on remplace le mot neurotransmetteur par neurotransmission, hein, avec la même idée, par exemple, si on est, mais bon, on va dire si jamais effectivement il y a des neurotransmetteurs qui fluctuent, donc par exemple qu'on a une activité cérébrale qui va varier, ça peut poser effectivement des problèmes pour la relation. C'est le cas. Alors, on a les troubles bipolaires qui existent, par exemple, hein, où là, on va avoir une alternance de phases dépressives, donc des dépressions qui sont souvent d'ailleurs très sévères, et après, on va avoir quelques temps après, voilà, une phase qu'on dit maniaque. Alors maniaque, c'est pas comme dans le langage courant, hein, où on nettoie tout ça. Maniaque, c'est justement, ça va être un petit peu l'inverse d'un trouble dépressif, où là, on va avoir une sensation d'euphorie. Les patients vont dormir très peu, ils vont être plein de projets, plein d'énergie, ils vont voir la vie totalement en rose, hein, comme et ils vont être très agités. Alors on dit que le maniaque commence plein de projets, il n'en finit aucun. Donc tout d'un coup il se lance, mais ça pose des principaux problèmes avec des libidos exacerbés, des choses. Voilà, il y a le système dopaminergique qui est impliqué, hein, justement également là-dedans. Donc ça c'est vraiment une maladie, hein, c'est le trouble bipolaire. Parfois j'entends un petit peu dans le langage courant, elle est bipolaire ou je suis bipolaire en parlant de quelqu'un qui fluctue. Bon, nous en médecine on n'aime pas trop employer ce genre de comparaison parce que c'est vrai que c'est pas sympa pour ceux qui souffrent d'un trouble bipolaire en fait. Mais parle d'instabilité de l'humeur. On parle de quoi l'instabilité de l'humeur. Oui, voilà, tout le monde n'a pas un trouble bipolaire parce que le trouble bipolaire c'est vraiment quelque chose qui est compliqué où les patients ils peuvent pas prendre sur eux tellement c'est fort ce qui se passe dans leur cerveau au niveau des neurotransmetteurs, hein, d'ailleurs c'est vraiment une neurotransmission. Donc ça c'est des troubles, justement un trouble bipolaire où c'est très compliqué les conjoints par exemple parce qu'ils sont tout d'un coup quelqu'un par exemple, qui ne va plus avoir envie de rien faire, qui va être au lit, plus d'activité sexuelle, plus rien. Et après, une autre phase, il va au contraire, il va dormir par exemple 12 heures par nuit. Et quelques temps après, il va dormir 3 heures par nuit. Il va y avoir une libido exacerbée. Il va vouloir toujours faire plein de projets. Donc, voilà. Après, de façon plus, je dirais, physiologique, on peut avoir ce qu'on appelle de la cyclothymie, c'est-à-dire une humeur qui peut varier, un petit peu up de temps en temps, un petit peu bas, ou ce que l'on appelle, ce qui est encore plus fréquent, la dysthymie. La dysthymie, c'est en fait une sorte de déprime un petit peu chronique. Donc là, la dysthymie, ça va être comme la dépression, mais en beaucoup plus. Enfin, ça va pas être des gros épisodes dépressifs majeurs, comme je vous disais, où là vraiment il y a une altération. Ça va être simplement une humeur un petit peu triste au quotidien, un petit peu chronique, qui vient. Et ça, la dysthymie, effectivement, ça va être un petit peu la même chose quand les patients ils vont être un petit peu d'humeur un petit peu maussade et 2-3 semaines après ils vont être normaux bien. La relation, c'est sûr que pour celui qui vit avec, ça peut être que compliqué. Ça peut être que compliqué. Après, c'est pas une fatalité et justement ça peut être tout l'intérêt de la méditation pour justement prendre du recul par rapport à ces fluctuations. Parce que donc les neurotransmetteurs peuvent dans ce cas-là varier, ou la neurotransmission, c'est-à-dire en fonction des moments. Alors, il y a des sujets hypersensibles où parfois ils savent même pas trop pourquoi ils sont pas bien pendant quelques jours, puis ça revient, choses comme ça. La méditation est très intéressante parce qu'elle va pouvoir donc déjà muscler au niveau cérébral les aires de la détente, faire des méditations. Ceux qui ont vu le webinaire, à la fin, une méditation Elle est géniale.
Ouais. voilà, De gratitude? de gratitude à la fin de ce Oui, webinaire-là. oui. Ouais, une méditation de gratitude qui va augmenter donc l'ocytocine, qui va augmenter les neurotransmetteurs, la sérotonine, et aussi la méditation de bienveillance qu'on avait fait sur le webinaire sur l'amour. Ah oui, exact. Oui, oui. Pareil, qui augmente le bonheur, qui augmente l'empathie, qui augmente les zones de. Donc, il est vraiment possible d'agir contre ça, contre la dysthymie, contre l'humeur qui est un peu basse et qui fluctue. Donc ça va être le premier point, en musclant justement, même en rétablissant, on peut dire, des taux de neurotransmetteurs un petit peu bas, par la cohérence cardiaque, par l'hypnose, par beaucoup de choses. Hein. Et aussi, la méditation, elle va avoir peut-être la vertu de prendre du recul en se disant, eh ben, c'est pas je suis triste, c'est je trouve que les choses sont tristes et se prendre la distance où j'ai l'impression que et en fait se voir, et là à partir de là ça permet que peut-être réussir à s'échapper au moins un instant, avoir une lucidité, c'est-à-dire dire à son conjoint là effectivement je vois les choses un petit peu en noir, mais voilà, avoir de la disponibilité pour dire mais c'est rien contre, voilà, pour ne pas être emporté que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Oui, oui, donc il peut y avoir un petit impact sur, la stabilité d'une Ouais, relation, quelle qu'elle ouais, soit. ouais. Alors après, on a aussi des troubles, par exemple, borderline, où on va avoir dans les troubles borderline, c'est un trouble de la régulation émotionnelle. Oui. Souvent, enfin pas souvent, mais il peut parfois avoir des erreurs diagnostiques légères entre troubles borderline et troubles bipolaires. Je parle un peu de psychiatrie. Moi, pendant mon cursus de neurologie, je suis passé en psychiatrie. Ça m'intéresse bien entendu beaucoup parce que c'est en rapport avec le cerveau. Et donc, dans les troubles borderline, en fait, on a un petit problème de gestion de l'émotion. Et pourquoi ça peut être confondu avec le trouble bipolaire? C'est parce que les patients, ils vont être emportés, mais très très fort par leur émotion. Donc, s'ils ont une émotion de tristesse, ils vont être au fond du trou, hein, de façon voilà, imagée. Et au contraire, s'ils ont une émotion joyeuse, ils vont sauter de joie, ils vont avoir du mal à la contenir. Donc, vu de l'extérieur, on pourrait dire, bon, là, il est en phase down, en phase up, alors qu'en fait, c'est simplement un problème de gestion de l'émotion. Pareil, ça c'est trouble borderline. Souvent pour le conjoint ou la conjointe, ça peut être difficile à vivre d'avoir quelqu'un où quand on rentre du travail, on ne sait pas comment on va retrouver la personne. Mais je pense que le cerveau, il est assez plastique pour s'améliorer et donc se fixer des objectifs en se faisant aider de plein de façons, avec l'activité physique, avec tout ce qui est développé vraiment, je pense, sur Vivo-Vojo, toutes les techniques qui existent, l'alimentation, la respiration, la posturologie, toutes ces choses-là. Et voilà, quand même possible, même si on a l'impression qu'on a une petite fragilité de nos neurotransmetteurs, de notre neurotransmission, d'agir en conséquence. Ouais. Oui, c'est pas une fatalité et il y a plein de pistes, à creuser en tout cas. Voilà. Un profil Ouais. type borderline, ça peut se développer avec le temps ou c'est quand même quelque chose qui est sous-jacent, Alors, depuis ça fait toujours? partie de la personnalité. La personnalité, on ne peut pas les diagnostiquer avant 18 ans parce qu'on considère que la personnalité n'est pas figée, mais quand même, souvent, ça débute à l'adolescence. Hein, on va avoir, soit il y a un rejet de soi, il y a soit un peu parfois des scarifications, des tentatives bon, voilà, il y a D'accord. et ça fait partie des troubles de personnalité. Donc, on ne devient pas, enfin, on ne développe pas un trouble borderline à 50 ans venu de nulle part. Voilà. D'accord. C'est quand même un petit peu, entre guillemets, constitutionnel. Et autant au début, les troubles borderline étaient un petit peu écartés des études sur la méditation, sur l'hypnose, mais c'était plutôt qu'on avait peur de faire un petit peu, mettre un peu le coup de pied dans la fourmilière, autant en fait, justement, d'ailleurs à Montpellier, il y a un grand psychiatre qui a bien introduit la méditation pour ceux qui ont un trouble borderline. Et d'ailleurs, la méditation, parmi ses vertus, celle qui est même la plus reconnue, c'est la gestion émotionnelle. Et en fait, les patients qui souffrent d'un trouble borderline, ils ont une très bonne, ils ont beaucoup de vertus, enfin, ils ont beaucoup de bénéfices à pratiquer la méditation. Je prêche un peu pour la méditation, mais bon, voilà, Non, la méditation, c'est autre chose, hein, mais. c'est facile, c'est gratuit, c'est simple à mettre en place Et, et en t'écoutant et on voit tous les bienfaits que ça peut apporter et donc et notamment sur la gestion émotionnelle. Alors sans aller jusqu'au trouble borderline, mais c'est très intéressant de l'aborder, voilà, mais ne serait-ce qu'une instabilité émotionnelle où ça, je pense qu'on peut tous à un moment donné avoir un passage, un peu de stress, et avoir une instabilité de l'humeur. Voilà, on sait qu'on a cet outil qui est facile à utiliser pour essayer, voilà, de stabiliser un peu les émotions. Donc non, c'est super. On va continuer avec, Geneviève. Alors Geneviève, les problèmes de changement climatique ont-ils une influence sur les maladies? Je ne sais pas trop Geneviève, si vous pouviez préciser peut-être un tout petit peu par rapport aux neurotransmetteurs? Si les je ne sais pas. Écoute, peut-être tu as une idée, Olivier? je sais pas. Alors c'est vrai que enfin
Peut-être par l'alimentation, c'est sûr. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment le Ouais, changement climatique, c'est plutôt l'industrialisation où on perd un petit peu parfois en teneur, en vitamines, en peut-être que c'est minéraux. l'alimentation. Voilà, c'était plus l'alimentation. Mmh. Changement climatique, là, j'aurais pas de réponse. Si vous pouviez spécifier un tout petit peu, Geneviève, à vous confirmer pour la méditation, bah, c'est super. Si vous êtes une pratiquante, déjà, c'est formidable. Voilà, si vous pouviez préciser un petit peu votre question pour qu'Olivier puisse y répondre, voilà, précisément. André qui demandait si un enfant TDAH a-t-il un déficit en neurotransmetteurs? Alors, oui, on sait que dans les TDAH, donc TDAH, c'est les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on va avoir, pour ceux qui ne connaissent pas, deux patterns. Le premier, ça va être un trouble de l'attention pure, où en fait, on va avoir un enfant qui, en classe, va rêver, va toujours rêvasser, va pas réussir à écouter la maîtresse, le maître. Et souvent, ça, il y a un petit retard diagnostique parce que, tout simplement, que il est dans ses rêves ou parce que ou qu'il aime pas l'école ou autre. Et en fait, c'est simplement qu'il n'arrive pas à se concentrer. Il a un trouble de l'attention. Et l'autre forme qui est beaucoup plus parlante, c'est avec hyperactivité, où là, l'enfant ne tient pas en place et au lieu de rêvasser, il va tirer, il va faire un arc avec son cahier et un élastique qu'il trouve. Il va se lever, il va essayer de parler avec des gens. Enfin, il va essayer toujours de s'occuper. Et en fait, ça va être la voie de la dopamine, effectivement, qui est impliquée dans le TDAH surtout. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi est-ce que on a souvent de l'hyperactivité? C'est parce que la dopamine, là où on pourrait penser que c'est quelque chose d'excitant, tout ça, en fait, en réalité, elle est diminuée chez les enfants qui ont un TDAH. Et la dopamine, donc il y a différentes voies. Il y a la voie motrice, qu'on a parlé pour la maladie de Parkinson, mais la dopamine, elle est aussi impliquée dans l'apprentissage. Et elle est nécessaire justement pour apprendre de nouvelles choses. Et en fait, les enfants TDAH, ils ont un déficit donc de la voie dopaminergique et une dopamine qui est basse va induire un état justement un petit peu de manque, un petit peu de se sentir pas très bien. Et donc eux, à travers de la mise en place de nouvelles activités, c'est-à-dire bon allez, je me mets à regarder un film, ça va créer de la dopamine. Le film, ils vont pas réussir à le regarder et bim, ils vont prendre une autre activité. Donc en fait, c'est une sorte d'adaptation comportementale à cette dopamine qui est basse, de changer d'activité en permanence. Ils vont aimer les activités où il y a du bruit, où il y a un échange, où il y a et voilà. Donc c'est la dopamine qui est impliquée dedans. Et d'ailleurs, dans les traitements du TDAH, c'est le traitement médicamenteux, du moins, ça va être le méthylphénidate, par exemple, ou les dérivés des amphétamines. Chez l'adulte, on utilise plutôt, on va dire, le méthylphénidate en Europe, chez l'adulte et chez l'enfant. Aux États-Unis, ils utilisent un peu plus les amphétamines chez l'adulte, parce que le TDAH existe aussi chez l'adulte, bien entendu. Enfin, c'est pareil, Mathilde, ça suit, voilà, c'est ça. C'est plutôt que il y a parfois on diagnostique pas les enfants. On leur dit ouais ils sont turbulents ou ils sont comme leur père ou leur mère et on ne va pas plus loin. Et après quand ils ont 25 ans ou 30 ans, eux ils se prennent en main au niveau médical, ils vont consulter. Et donc voilà, c'est possible de faire un TDAH, enfin de le diagnostiquer beaucoup plus tard. Et donc le traitement c'est médicamenteux, ça va être justement de mettre des traitements un petit peu dopaminergiques où donc le méthylphénidate augmente la dopamine ou la noradrénaline pour justement essayer de pallier cette voie. Et petit point un peu intéressant, c'est que c'est quasiment un critère. Alors c'est pas dans les critères diagnostiques, mais c'est un petit piste, c'est que les jeunes, on va dire 25 ans qui ont un TDAH, quand ils prennent, par exemple, donc ils sont facilement, on les voit de l'extérieur comme étant plein d'énergie, parce qu'en fait ils tiennent pas en place, voilà, ils tiennent pas en place, ils s'ennuient, on va dire intérieurement, sans se rendre compte, quoi. Et en fait, si jamais ils consomment de façon récréative, par exemple, de la cocaïne, on va avoir un effet paradoxal où ça va les calmer. Parce qu'en fait, ça va rétablir le taux de dopamine. Et ça, c'est parfois quelque chose qui se demande en consultation du TDAH de l'adulte. Est-ce que vous avez déjà pris des stimulants et quel effet ça vous a fait? Et ils disent, moi, les gens me disent, au contraire, quand je prends ça, je suis beaucoup plus calme ou autre. Donc, voilà. Là, c'est un exemple, le TDAH, où on peut avoir une petite déficience de la voie dopaminergique. Tu ne conseilles pas de la cocaïne, rassure-nous. Je plaisante, évidemment. Non, mais c'était intéressant de voir. Bien entendu, oui, non, je mets en garde. C'est neurotoxique, donc ça ne fait qu'aggraver le phénomène. Mais pour dire que peut être un test diagnostique. Oui. Et de la même façon, si quelqu'un qui n'a pas un TDAH prend du méthylphénidate, le traitement,
il y en a d'ailleurs qui le font de façon récréative, ça va les booster, ça va les stimuler, un peu comme si justement, voilà, ils étaient stimulés. Alors que chez quelqu'un qui a un déficit de cette voie, ça va le mettre calme, quoi, le calmer. Mmh. Donc ça peut être des compléments alimentaires, peut-être des activités que tu aurais en tête pour un enfant, par exemple, qui souffrirait de TDAH? En plus de compléments Alors, alimentaires, est-ce qu'il y a des activités peut-être plus propices pour, apaiser, calmer, stimuler, je sais pas? ouais. Alors à Nîmes, il y a le professeur donc Tran, hein, qui est un pédiatre, qui fait beaucoup de TDAH, et lui donc il a d'excellents résultats avec la méditation justement. Et en fait, les enfants qui souffrent de TDAH, souvent quand ils sont intéressés dans une activité, ils deviennent très bons et parfois même meilleurs que ceux qui. En fait, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin d'avoir la motivation d'être intéressés. Et donc, quand ils se découvrent une passion pour le sport, une passion, ils peuvent être très très forts. Et donc, TDAH, le sport est très important pour eux, pour déjà qui peut purger cette énergie qui est en plus, mais aussi pareil, favoriser un peu la neurotransmission. Et la méditation, elle a vraiment, encore une fois, on y revient, énormément de vertus. Et ça, je témoigne de l'expérience que j'ai eue de ceux qui l'utilisent dans le TDAH de l'enfant, où déjà ça leur apprend à fermer les yeux et à rien faire, c'est déjà beaucoup. Et en plus de ça, la méditation, elle réactive la voie de la dopamine. Hein. Il y a des études dessus où justement la voie dopaminergique, elle est un petit peu remise à neuf. Donc très intéressant de faire donc de l'activité physique, de la méditation. Après, au niveau donc des traitements médicamenteux, bon après voilà, c'est en première intention, on reste quand même sur les méthylphénidate, choses comme ça. Il y a eu des études, bon après, il y en a eu peu hein, sur le safran par exemple, hein, qui peut justement aider un petit peu. En comprimé? Ouais, alors après, voilà, c'est une étude, hein, Ah, à il faut dosage, surveiller. je veux dire, le safran, c'est pas simplement saupoudrer un peu Non, sur non, les plats. On est d'accord, c'est vraiment des comprimés à forte dose. oui, extrait 15 mg, ouais, Mmh. de cocaïne. Voilà, c'est ça. Bon, mais en gros, il est possible de potentialiser un petit peu de façon non médicamenteuse. Ça, le traitement que tu viens de donner, alors c'est déjà des pistes, et intéressantes sur le sport et la méditation. André demandait pour un enfant de 5 ans, le traitement dont tu parlais, à l'instant peut convenir à un enfant de 5 ans ou c'est un peu trop jeune? Moi, je pense qu'à 5 ans, on a vraiment tellement notre cerveau qui est frais que, à Oui. mon avis, le problème des traitements, c'est qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on les arrête. Mmh. Et pour du chronique, après, à 5 ans, s'il commence à le prendre, il va aller mieux, mais il va pas l'arrêter au moment où il va aller à l'école, pas au moment où il va aller Mmh. au collège, pas au moment. Je pense que vraiment à 5 ans, le mieux, ce serait de commencer une pratique de méditation. Il y a des livres, hein, par exemple, Calme et attentif comme une grenouille. Il y a des livres qui sont vraiment bien faits Ah pour bah, très apprendre la bien. méditation Tu sais aux enfants. tu sais de qui c'est? Calme Je et vais attentif chercher. comme une grenouille. Ouais, non, j'ai plus l'auteur Je en tête. regarde pour le noter. Et voilà, ludique et je pense que c'est vraiment parce que voilà, c'est pas une fatalité, c'est TDAH et, et je mettre des médicaments. Après, ça peut être intéressant si jamais justement, mais il faut voir s'il y a une souffrance scolaire, si jamais il y a une déscolarisation, si jamais il se met en danger par l'hyperactivité. Effectivement, là, au contraire, il faut prendre les traitements. Hein. Moi, je je suis. Mais voilà, ça doit être bien indiqué les traitements, ça ne doit pas être pris en excès. Et je pense que comme dans toute pathologie, il faut essayer d'apporter aussi par l'hygiène de vie ce qu'on peut le mieux quoi, enfin, le mieux qu'on peut. Mmh mh. Non, mais complètement, c'est De... une super piste. Ah mais c'est toi Mathilde. Oui, je crois que c'était quelqu'un de. Oui. Rien du tout. C'est toi. Mmh. Ok, ouais. Alors on va continuer avec, une question de Véronique, qui disait: «Comment améliorer les neurotransmissions chez les enfants dyslexiques et chez les personnes prenant de l'âge?» Alors, ça revient un petit peu. C'est vrai que dans les 10, donc soit dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, là on est plutôt sur de la structure. Hein. On est plutôt sur sur la structure des communications. Alors avant on pensait entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est pour ça, par exemple, dans les dyslexies, il y avait eu un traitement qui s'appelle le piracétam qui avait été essayé, qui est censé reconnecter les deux cerveaux, efficacité moyenne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple le méthylphénidate que j'ai parlé, la Ritaline, hein, de son nom. Aux États-Unis, c'est un traitement qui est très très pris, y compris, peut-être même surtout chez ceux qui n'ont pas de TDAH. Hein. Donc parce que pourquoi ça marche chez tout le monde, mais c'est comme il y a des étudiants même en médecine. Nous, il n'y en avait pas trop dans la fac à Grenoble, mais je crois que dans d'autres villes où c'était une mode de prendre ça pour les concours, pour booster sa mémoire, sa concentration. Bon, enfin, tout reste possible, mais je pense que c'est pas le
Après, il y a des plantes aussi qui existent. Par exemple, le Bacopa monnieri, il y a des plantes comme ça qui peuvent aussi aider. Même, je crois qu'il y a eu une étude, il me semble, dans le TDAH, avec le Bacopa monnieri, avec une efficacité. Mais je, je, je pense, pareil, que pour la dyslexie, je dirais peut-être même surtout pour la dyslexie, où ça serait un petit défaut de communication entre cerveau droit et cerveau gauche. Là, encore une fois, on y revient, mais la méditation aurait tout son sens. Et d'ailleurs, la dyslexie, nous, on est, par exemple, chez les neurologues, il y a quand même une bonne partie une partie non négligeable un petit peu de dyslexie. On peut l'être un petit peu. C'est pas, je pense que c'est pas une tare. Et moi, de ma pratique, hein, j'ai parfois, alors je vois pas énormément d'enfants, même normalement, j'en vois plus. On va dire, je vois à partir de 15 ans. Donc, mais avant, je pouvais voir à tout âge. Et c'est vrai que parfois, ils venaient en consultation. Ah, il est pas bon en maths, il a une dyscalculie, il est pas bon. Et peut-être, effectivement, mais de toute façon, si on n'est pas bon dans quelque chose, On si change, on on regarde. trouve autre chose? Ouais, voilà, parce que si on n'est pas bon dans quelque chose, si on fait des analyses du cerveau très précises, c'est très probable qu'on va trouver qu'il y a un rétrécissement d'une zone, c'est même logique. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas enquister l'enfant, enfin lui dire qu'il est Mmh. malade. Mmh. Et ça, c'est quand même parce que l'enfant qui vient à la consultation, puis j'en ai des fois des enfants qui avaient 9 en maths et 15 en français, enfin dans le reste. Est-ce que c'est bien de lui faire voir un neurologue en disant qu'il a une dyscalculie, qu'il a une maladie et que voilà. Donc je pense que le plus important c'est aussi l'approche psychologique, l'approche voilà, pour la dyslexie en tout cas, faire fonctionner les deux cerveaux. Alors ça peut être intéressant, tout ce qui va être justement le psychocorporel, donc par exemple le yoga, alors pour les filles ou même pour les garçons, tout ce qui est danse, boxe, tout ça, pour justement mettre en relation le corps et l'esprit. La méditation aussi, quand on ressent le body scan, ça permet justement d'un petit peu resynchroniser les hémisphères. Ouais. Mmh. Non, mais c'est fondamental ce que tu dis. Parfois, on s'acharne à vouloir, rendre bon un enfant sur une matière, alors que juste ça lui Et correspond oui. pas. C'est la fameuse idée du poisson qu'on veut faire voler ou de l'oiseau qu'on veut faire nager. Voilà, ça fonctionne pas. Il faut Voilà. trouver justement leur voie et les pousser là-dedans. Donc, c'est très intéressant vraiment ce que tu partages là. Alors on va continuer avec, alors Geneviève qui a précisé: «Le climat change, sécheresse, l'air est différent. Donc lorsque nous respirons, l'air peut être vicié. Je suppose qu'il y a une influence sur un neurotransmetteur». D'accord, c'est plus précis du coup. C'est tout ce qui touche, oui, à la pollution, finalement, environnementale. Alors oui, c'est vrai De que manière, ouais, de manière un peu plus large, bon. ouais, la pollution, bah donc elle joue, hein, elle joue sur. En plus là, bon, les études, peut-être même que on serait en train avant notre QI augmentait de génération en génération, et là depuis quelques temps, il a d'augmenter, voire il diminue. Alors il y a plusieurs hypothèses à ça. Hein. Il y a les écrans, mais il y aurait aussi la pollution atmosphérique. Hein. Donc c'est sûr que tout ce qui va être un petit peu perturbateur, ça va jouer sur la neurotransmission, parce que une Oui, les neurotransmission. écrans aussi, c'est vrai que tu en parles et c'est important. Ah, les écrans, en fait, les écrans, c'est pareil, hein, ça pour les enfants qui ont un TDAH, faut faire très attention, parce que un écran, c'est de la dopamine, en particulier les smartphones. Donc, qui dit dopamine dit que on est bien quand on a le téléphone, et dès qu'on coupe le téléphone, alors là, il se passe, enfin, c'est impossible de faire quoi que ce soit, quoi. Et un Mmh. enfant, par exemple, si on le met devant un écran, euh, juste après, il pourra pas se mettre à lire un livre tranquillement après avoir fait 1 heure d'écran. Bon, il faudra peut-être lui faire du sport entre temps ou autre, quoi. Donc l'écran, ça augmente, ça fait une sécrétion de dopamine qui est très très importante. Et après, passer après ça, après des taux élevés de dopamine, il n'y a plus beaucoup d'activités qui intéressent, quoi. Ouais. Donc pour revenir ouais, au changement climatique, c'est sûr que la pollution, elle joue. En plus, elle joue un petit peu sur les artères. Elle joue. Donc, et comme je disais, la maladie d'Alzheimer, c'est aussi les facteurs de risque cardiovasculaire. Hein. Donc pour prévenir l'Alzheimer, il faut prévenir l'hypertension, toutes ces choses-là, le diabète. Donc effectivement, il faut essayer d'avoir une hygiène de vie le plus saine possible malgré les changements climatiques. Ouais. Ça peut perturber en tout cas, donc voilà, il faut essayer de s'adapter, À partir de la base, par exemple, donc le tryptophane qui va se transformer en 5-HTP d'abord, puis en sérotonine, puis la sérotonine éventuellement. Mais à chaque fois, il y a des enzymes qui ont besoin de cofacteurs et qui peuvent être perturbés justement en fait en fonction des toxiques de l'environnement. Ouais. mmh. Oui, beaucoup partent du système digestif, donc voilà, c'est vraiment tout un Et en ensemble. plus, sans parler de la flore intestinale qui justement crée beaucoup de neurotransmetteurs. Hein. Par exemple, la sérotonine, elle est créée, je crois 80%, mais en tout cas, elle est majoritairement créée au niveau du système digestif, la sérotonine. Ouais, ouais, ouais.
Véronique qui précisait en disant qu'elle parlait de dysphasie au sujet de son fils de 8 ans, donc vous avez quelques Alors, pistes, ouais. Pour la dysphasie, donc phasique, hein, c'est le langage. Ça peut être intéressant donc de prendre un peu le taureau par les cornes, c'est-à-dire c'est un trouble du langage. Donc travailler, si c'est possible déjà une autre langue. Ça va être très difficile, hein, mais il y a une dysphasie, hein, ou même les patients dyslexiques, ils ont du mal à apprendre, mais c'est comme ça justement. Et après, éventuellement, ça avait été un peu moins à la mode, la langue des signes, parce que comme les Mmh. centres du langage, ils sont plutôt à gauche. Je dis plutôt, hein, parce que ça dépend des gens déjà, mais bon, ils sont plutôt à gauche. Et en fait, le langage corporel, il va être plutôt à droite. Donc la langue des signes, c'est intéressant parce que ça permettrait aussi de synchroniser les deux hémisphères, de les faire travailler ensemble. Donc ça peut être des petites pistes pour justement travailler. Mais après, s'il y a une dysphasie, c'est possible que voilà, au niveau de la formation, hein, c'est pas forcément génétique, c'est peut-être assez. Il y a une petite. Après 8 ans, ça reste jeune, hein, ça peut évoluer par la suite. Mais donc du coup, je pense que c'est en travaillant de façon ludique, hein, et surtout pas lui dire qu'il y a une dysphasie, que voilà, mais de façon ludique, des chansons en anglais, un petit peu d'espagnol, et pourquoi pas une langue des signes sous forme de jeu ou autre. Je pense que ça peut être très bénéfique justement pour tout ça, quoi. Mmh. Tu tu Après, il tu peut en faire un bilan avec une psychomotricienne, un ouais. neuropédiatre, tout ça, hein, au contraire, hein, moi je suis pour les bilans médicaux et tout, mais c'est voilà, si on peut aider en plus à côté. Ouais, c'est un équilibre du coup que tu proposes là. Est-ce que tu as entendu parler du brain gym par rapport aux connexions, des 2 cerveaux, hémisphère droit, Alors, hémisphère gauche? j'ai pas du tout, ouais, D'accord. je regardais en C'était pour détail. avoir Ouais. ton avis si c'était intéressant ou pas. C'est aussi à la mode, c'est plusieurs Ouais, exercices, pour, j'ai stimuler vu, la j'ai concentration. pas regardé ça en détail. D'une façon générale, on a une neuroplasticité qui est certaine. Hein, alors il y a une étude un peu célèbre sur des taxis londoniens où ils ont elle date un petit peu parce qu'en plus c'était avant les GPS. Maintenant peut-être que d'ailleurs ça marcherait peut-être plus. Et en fait chez eux ils ont une zone de la localisation qui est vraiment se voit même sur une IRM qui est augmentée de taille alors qu'ils n'ont pas été taxis avant 18 ans, hein, j'imagine. Donc comme quoi on a une neuroplasticité qui est vraiment présente à tout âge. Mmh. Donc, on peut vraiment. Donc, le brain gym, j'imagine que ça doit être tiré de ça. Et, euh, enfin, c'est sans doute très bien. Après, il faut varier les activités. Comme par exemple dans la maladie d'Alzheimer, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a une chose à faire quand on a une maladie d'Alzheimer, c'est de l'orthophonie. Enfin, c'est de la stimulation cognitive. En pratique, nous, ça se fait, on prescrit de l'orthophonie parce que voilà, c'est comme ça, c'est elle ou eux qui les voient et qui leur font faire des exercices. Mais c'est vraiment muscler le cerveau, des calculs. Alors sinon, moi, ceux qui veulent pas, je leur dis faites des mots croisés, des mots fléchés, des sudoku, des choses comme ça, parce que voilà, on peut encore stimuler son cerveau à tout âge. Ouais. Véronique parlait du coup pour les enfants dyslexiques et chez les personnes âgées, donc ça par exemple, c'est des conseils que tu peux donner, Ouais, mots ouais, ouais, croisés et totalement. cetera, d'accord. Ah oui, oui. Ouais. OK, exercice de mémoire, très bien. Hem, alors Véronique, il commence à regarder des films en anglais, ça me conforte dans cette voie. Bah, voilà, Olivier vous a rassuré ce soir, donc qu'il Ouais, ouais, continue, très, très bien. c'est génial. Surtout l'anglais. Hein. L'anglais, ça fait partie des langues qui sont les plus dures quand on a une dyslexie ou une dysphasie. Ah, Euh, ouais, parce que c'est intéressant. mais mieux, tant mieux. C'est comme ça Ouais, ouais. qu'il faut faire, c'est y aller petit à petit. Et au contraire, c'est vrai que souvent, hein, alors après, bon, vous savez, le cerveau droit, cerveau gauche, c'est peut-être plus un modèle qu'une réalité parce que le cerveau, il est interconnecté, donc on fonctionne autant avec le droit qu'en permanence, c'est des réseaux. Mais avant, on disait qu'il y avait cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau gauche, c'était le raisonnement, les mathématiques, la rigueur, et le droit, c'était le côté artistique, les choses comme ça. Euh, alors peu importe si ça se passe vraiment à gauche ou à droite, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus cartésiennes, qui vont être beaucoup plus réfléchir avant d'agir, toutes ces choses-là, et de l'autre côté, des gens beaucoup plus artistes qui vont. Et c'est vrai que les gens de plus artistes, ils vont avoir une aisance en anglais, ils vont justement une articulation, tout ça, que du côté très cartésien, où un mot pour nous, c'est, enfin pour nous, parce que je m'en, je fais partie, Ça m'est plutôt du côté droit. c'est vraiment après, bon bah je l'ai appris parce que j'ai voyagé, mais je pense que j'avais pas la même aisance que d'autres qui étaient beaucoup plus artistiques et qui arrivaient beaucoup plus à vocaliser spécialement facilement quoi. Alors que par exemple le cerveau gauche, l'anglais va être plus simple à l'écrit et à l'oral plus compliqué. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder des films en anglais et éventuellement de le faire parler en anglais ou qui répète des voilà pour que toutes les voix soient stimulées. Ouais. Mmh. On est d'accord.
Donc vous pouvez continuer et l'encourager. Peut-être qu'il va rencontrer quelques difficultés, mais voilà, faut le pousser. En tout cas, il prend la bonne direction. Donc ça, c'est chouette. Alors Véronique, je ne sais pas si c'est la même personne ou peut-être une autre Véronique et qui demandait si les neurotransmetteurs interviennent dans la régulation thermique de notre corps. Alors, la régulation thermique, c'est très intéressant justement comme question parce que la régulation thermique, pareil, ça revient un petit peu. Il va y avoir, donc si on devait parler d'un neurotransmetteur, ça serait la sérotonine. Et d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le syndrome malin, le niveau de syndrome sérotoninergique, quand on a trop de sérotonine. Donc, en pratique, c'est quand on a un antidépresseur. Alors, il y a eu des cas décrits, d'ailleurs, il faut faire attention, antidépresseur plus le ginseng. Le ginseng qui est lui-même un antidépresseur qui augmente la sérotonine à part entière, donc on a des associations entre les deux, ou parfois deux antidépresseurs, ou un antidépresseur peut parfois suffire. Donc on va avoir une hypersérotoninérgie. On peut avoir aussi, bon, pour l'anecdote, des tumeurs qui sécrètent de la sérotonine, voilà, donc digestive. Mais bon, donc, si on a trop de sérotonine, on va avoir une hypertension, une fièvre, et c'est ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique. Donc là, c'est la sérotonine. Après, au niveau du corps, ça va être l'hypothalamus qui va être impliqué dans la régulation de l'homéostasie. L'hypothalamus, c'est la structure du cerveau qui va permettre justement de réguler la température, qui va réguler le sommeil également, qui va réguler un petit peu tous nos systèmes. Donc, structure et neurotransmetteurs, les deux. Alors, pour ce qui est température corporelle, donc la sérotonine, elle a un rôle très important. Donc, en agissant au niveau de l'hypothalamus, vous voyez toujours le couple structure et neurotransmetteur. Après, bien entendu, Plutôt chaleur, du coup, sérotonine? Non, parce que c'est c'est la régulation. Par contre, oui, une hypersérotoninérgie donne de la fièvre, ça c'est sûr. Enfin, oui. Oui, totalement. Plutôt, oui, la sérotonine, quand elle est en excès, plutôt chaleur, ouais, c'est ça. Mais après, elle va réguler, donc en fonction. Et par contre, bien entendu, il faut penser à tout ce qui est hormones, donc en particulier la thyroïde, où dans le cas d'hypothyroïdie, le symptôme, ça va être une frilosité, les patients qui ont froid, et en cas d'hyperthyroïdie, on va avoir justement au contraire des bouffées de chaleur, de la chaleur. Pareil, les hormones œstrogènes, progestérone, les hormones notamment de la femme, c'est pour ça que, et même chez l'homme, donc quand on a une andropause ou une ménopause, quand on va manquer, on peut avoir des bouffées de chaleur également. Mais bon, bouffée de chaleur, ça ne veut pas forcément dire élévation de la température corporelle. Mais s'il y a un neurotransmetteur et une structure, ça serait la sérotonine et l'hypothalamus. Ouais. D'accord. Mais en priorité, une frilosité intensive ou une chaleur intensive, c'est plus hormonal que tout ce qui touche aux neurotransmetteurs. Si jamais vraiment tout d'un coup on se met à avoir froid. Alors souvent, vous savez, la thyroïde, c'est le métabolisme. Donc en gros, pour faire le schéma simple, quand on manque d'hormones thyroïdiennes, les symptômes, ça va être une fatigue, ça va être une frilosité qui est d'ailleurs pas toujours là, une prise de poids, parce que le corps, il brûle plus. On peut avoir une constipation, pareil, le transit qui se fait plus tellement. Et à l'inverse, une hyperthyroïdie. Alors là, on peut avoir même, on a tellement d'énergie qu'on en vient à avoir les yeux exorbités, c'est-à-dire les yeux qui sortent un petit peu. On a toujours chaud, perte de poids importante, voilà, c'est ça, c'est le côté hormonal. Donc oui, face à des hyperthermie, hypothermie, je dirais peut-être en 1 à doser, c'est plutôt la thyroïde, bien entendu. Après les hormones, et de toute façon la sérotonine, bon, les dosages en neurotransmetteurs se font pas en pratique, enfin ils se font surtout en recherche. Alors après il y a des laboratoires qui le font. On dose pas les neurotransmetteurs, on dose leurs dérivés dans les urines en général. Voilà, ça reste possible. Bon, après, avec le problème de qu'est-ce qu'on fait quand un neurotransmetteur est bas. Bon. Mais oui, ça reste possible. Mais bon, voilà, pour revenir initialement, sérotonine, hypothalamus. Ouais. D'accord, très bien. Merci. Alors, on a une question de Corinne qui nous demande pourquoi est-il important de rire et quelles sont les interactions avec la chimie du cerveau? Parce que tu avais parlé du rire dans ta vidéo. Donc voilà, revoir peut-être pourquoi c'est important. Alors, le rire, donc déjà, avant de parler de neurotransmetteurs, il y a des études dessus. J'ai l'impression qu'en France, on l'utilise moins. C'est donc le rire thérapie, le laughter thérapie en anglais. Et il y a différentes études qui montrent qu'il y a des effets, même sur les troubles anxieux, sur la dépression. Voilà. Donc, c'est vrai que quand on voit même des reportages à la télé dessus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est ça? Les gens sont les uns en face des autres en train de rigoler aux éclats. Mais il y a des bénéfices vraiment prouvés. Alors, au niveau des neurotransmetteurs du rire, eh bien, s'il y a un neurotransmetteur qui est impliqué,
et ensuite un deuxième par celui-là, c'est les endorphines. Donc les endorphines, qui sont des structures qui vont être proches donc justement des dérivés morphiniques, donc qui agissent sur le système opioïde. Et l'endorphine va ensuite activer la sécrétion d'oxyde nitrique, d'oxyde nitrique, qui lui va induire la vasodilatation. C'est pour ça qu'on peut devenir rouge, avoir les oreilles rouges, tout ça, sensation de chaleur quand on rigole beaucoup. Donc ça va être ces deux-là. Et on va également avoir une diminution de l'adrénaline et du cortisol, donc des deux hormones de stress. C'est ça qui est important. Et a priori, dans les études, même si on se force à rire, si on rigole, on rigole vraiment, mais on se force à le faire, quoi, pas esquisser un sourire, voilà. On y va franchement. Voilà, c'est ça. Si on rigole franchement avec d'autres gens, même sans cause, ça marche. Donc, diminuer cortisol et adrénaline et augmenter l'endorphine et l'oxyde nitrique. Après, les autres neurotransmetteurs sont moins impliqués. Alors, il y a un petit peu la sérotonine, la dopamine. L'oxytocine ne ressort pas dedans. C'est pas connu pour être impliqué spécialement. Et après, voilà. Donc, mais en gros, si on a un, c'est l'endorphine et après l'oxyde nitrique, quoi, un petit peu. Et diminution des hormones de stress, ouais. Donc il faut rire. Donc à regarder ou des films drôles ou des livres drôles ou rire même sans aucune raison devant son miroir. Sans raison ou avec des gens. Tout à fait, ouais. Super. Sylvie Caron nous avait parlé il y a quelque temps de pour démarrer bien la journée, s'asseoir sur son lit et sourire pendant 2 minutes. Et il nous avait donné comme exercice à faire et je l'avais pratiqué pendant la semaine, pendant le dossier parce que c'était intéressant de tester les bonus. Et c'est vrai que, alors au début on se trouve un peu bêta, assis sur son lit à sourire 2 minutes face à un mur. Mais en fait, c'est vrai que ça fonctionne. Alors lui, il parlait qu'il y a une partie physiologique en étirant sur certains nerfs qui est activé le parasympathique. Mais ça doit certainement, j'ai plus en tête s'il parlait de neurotransmetteurs. Je crois pas qu'il avait abordé neurotransmetteurs. Mais ouais, mais je crois que c'est le smile thérapie et que en fait c'est très proche, mais le sourire, ça augmente l'humeur. Donc de se forcer à sourire, ça augmente son humeur au niveau des neurotransmetteurs aussi. Ouais, c'est assez. Ça donne envie. Donc du coup, c'est tellement simple, rapide et de sourire. Et puis côté contagieux aussi que. C'est vrai. Mais il y en a un qui sourit et les autres, ça peut les faire sourire. Dire les neurones miroirs probablement. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, donc tu cautionnes aussi cet exercice. Oui. La posture ouverte, exactement Véronique. Merci, j'avais oublié que c'est le nom précis de l'exercice et c'était la posture ouverte, exactement. Ouvrir les épaules, se tenir bien droit et voilà, et arborer un grand sourire. Donc bon, très bien. Donc on a en plus ton prisme à toi qui confirme l'exercice. Ouais. Donc génial. Alors on peut continuer avec, c'était François qui nous disait qu'il n'arrive pas à trouver de passion et qu'il se lasse très vite. Qu'est-ce qu'il faudrait stimuler? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'un neurotransmetteur est en carence là? Et si oui? Si on devait effectivement parler d'un neurotransmetteur, ça serait le côté dopamine, effectivement. Parce que elle est beaucoup présente, la dopamine, malgré tout. On se rend compte que là, c'est beaucoup la dopamine qui intervient finalement, ou en carence ou en excès. Mais alors après la sérotonine beaucoup aussi, et après on a et c'est peut-être aussi les plus connus. Après, il y a aussi la noradrénaline, il y a aussi le GABA. Mais c'est sûr que la dopamine, en fait, elle va être impliquée dans la motivation. Elle va être impliquée dans le plaisir. Elle va être impliquée donc justement aussi dans l'apprentissage. Mais quand la dopamine dysfonctionne, dans un sens ou dans l'autre, c'est très bruyant. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que quand par exemple quelqu'un, il va être, alors vous savez, par exemple dans la maladie Parkinson, je vous ai dit qu'on utilisait des traitements pour booster la dopamine. Il y en a même qui vont mimer l'action de la dopamine, c'est les agonistes. Et eux, quand on en donne et que ça se dérégule, les patients, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un syndrome de dysrégulation, où là, tout d'un coup, ils se mettent à avoir justement des passions pour, tout d'un coup, ils se mettent à peindre. Mais ils se mettent pas à peindre 1 heure le dimanche, ils se mettent à peindre toute la nuit. Et souvent, alors eux, souvent, ils sont contents de ça, même si, et c'est leur conjoint qui vient et qui nous disent, là, maintenant, ça va plus, là, il dort plus de la nuit, il pense qu'à peindre, et voilà, il y a même eu des cas où ils achètent tout d'un coup voilà, c'est un peu comme on disait tout à l'heure dans le côté un peu maniaque, où il y a des passions qui naissent. Alors parfois c'est des passions un petit peu plus notamment sexuelles, des choses comme ça, où des patients vont dépenser des tonnes d'argent sur Internet, sur des sites porno, sur des téléphones roses, des choses comme ça, parce que donc ça va être la dopamine en excès qui va créer cette envie pour beaucoup de choses. Et alors
comment dire, c'est pas encore dans le DSM-5. Hein. Le DSM-5, c'est au niveau de la psychiatrie, c'est pour les diagnostics. Les dépressions, on parle de dépression, mais il avait été un petit peu classifié les dépressions plutôt sérotoninergiques et les dépressions dopaminergiques. Dépression sérotoninergique, c'est plutôt la sérotonine qui est basse, donc une humeur basse, de la tristesse, un repli sur soi, une dépréciation. Alors que quand on va avoir la dopamine qui va être basse, en réalité, nous, c'est ce qu'on voit chez les patients qui ont la maladie de Parkinson avant qu'on les traite. Et éventuellement pendant la maladie de Parkinson quand ils ne sont pas assez traités. Et là, en fait, les symptômes, ça va plutôt être une apathie. Donc l'apathie, c'est le fait de rester immobile sur son canapé, d'avoir rien envie. Ils ne sont pas forcément foncièrement tristes, mais ils ont envie de rien. Donc ça va être des mots qu'on parle d'apathie, d'aboulie, de syndrome amotivationnel, où ils sont plus tellement motivés. Et donc ces dépressions-là, elles sont beaucoup plus médiées par la neurotransmission, par la dopamine, que les autres qui sont plus médiées par la sérotonine. Donc là, sans parler de dépression, parfois, le fait d'avoir moins envie de faire des choses ou de découvrir de nouvelles passions, et comme j'en ai parlé dans le webinaire, pour ceux qui l'ont vu, ou éventuellement dans le livre pour ceux qui l'ont lu, dans l'amour passionnel, donc le coup de foudre, s'il y a un neurotransmetteur qui est impliqué, c'est la dopamine. Ou s'il y a une voie neurologique qui est impliquée, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, qui est ce circuit donc qui part du tronc cérébral, qui passe après au niveau limbique, au niveau peu importe les zones, mais en gros, c'est le système de récompense qui nous permet de se souvenir et puis de ressentir du plaisir quand on a quelque chose d'agréable. Et donc, de la même façon, ça va être le système de la récompense et de la dopamine qui peuvent être impliqués, enfin qui sont impliqués même dans le coup de foudre, dans l'état d'amour passionnel. Et alors voilà, donc ça fait que parfois ceux qui sont très enclins au coup de foudre, à l'amour passionnel, ils sont aussi souvent, ils peuvent souvent aussi se passionner plus facilement pour d'autres choses. Alors quand on est moins passionné, quand on a un peu plus de difficultés, ça serait plutôt la voie de la dopamine à essayer de potentialiser. Alors les médicaments pour la voie dopaminergique, finalement, c'est pas tant utilisé que ça. Il y en a. Hein. Il y a par exemple un antidépresseur qui s'appelle le bupropion, mais qui est utilisé en Europe, ou du moins en France, que pour le sevrage tabagique, pour substituer. C'est à la place de la nicotine, par exemple. Alors qu'aux États-Unis, le bupropion, il est utilisé comme antidépresseur, comme tel. Lui, il va agir sur la dopamine, par exemple. Mais les antidépresseurs, faut faire attention dans leur indication, c'est épisode dépressif majeur ou sévère, hein, donc enfin majeur et sévère. Donc c'est-à-dire, je trouve ça un peu cher payé de prendre un antidépresseur au long cours, qui peut avoir des effets secondaires marqués pour des symptômes légers. Alors par contre, si jamais il y a une difficulté, pour justement se motiver, ressentir de la passion, trouver de l'intérêt. Moi, ce que je préconise, et il y a donc beaucoup d'études dessus, c'est ce qu'on appelle les thérapies comportementales. Et dans les thérapies comportementales, l'activation comportementale. L'activation comportementale, en fait, c'est une technique où on va essayer de faire prendre conscience au patient des activités qui lui procurent du plaisir. Donc, en fait, c'est très scolaire, hein, comme toutes les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. On va prendre, par exemple, un cahier et on va noter chaque activité qu'on a fait et on marque une note de plaisir. Donc, par exemple, sortir les poubelles, 2 sur 10. Aller prendre le thé chez notre voisin, 6 sur 10. Aller chercher les enfants à l'école, 3. Etc. Et on note. Et on regarde le plaisir ressenti. Et l'idée, ça va être déjà de prendre conscience de certains moments qui étaient agréables. Ah bah oui, c'est vrai que quand le soir, je regarde mon feuilleton, ah bah là, j'ai un 8 sur 10. Et déjà, prendre conscience de ça. Et après, essayer de suivre, donc d'aller dans les activités qui procurent du plaisir, de les potentialiser. Et là, on rejoint les thérapies qu'on appelle orientées solutions, qui ont été plus utilisées dans les addictions, qui viennent surtout du Canada, où en gros, on dit aux patients, faites ce qui vous rend heureux, faites ce qui marche et arrêtez ce qui marche pas. C'est très un peu nord-américain, faire ce qui fonctionne, quoi. Et donc, thérapie d'activation comportementale, c'est un petit peu ça. On va dire aux patients, allez, donc là, de ce que je vois de votre feuille que vous avez fait sur une semaine, il y a ça, ça, ça et ça qui vous donne du plaisir. Je vois, il y a le cinéma. Et ben maintenant, vous allez y aller 2 fois par semaine. Et voilà. Et donc ça a une efficacité, pareil. Hein, alors il y a des dépressions, justement, je vous ai dit dopaminergiques, qu'on appelle la dépression atypique, où là, c'est une dépression justement. C'est
trouble de la motivation, une apathie avec des patients qui ont même du mal à bouger. On peut avoir une clinophilie, c'est-à-dire ils restent au lit toute la journée. Et chez eux, avaient été essayés un petit peu les traitements à base de dopamine ou autre. Mais ce qui ressort, c'est bon, ça peut aider un petit peu, mais le plus efficace, c'est l'activation comportementale, quoi. Donc, essayer de prendre conscience, de noter ce qui nous fait du bien et le reproduire. Bah, super, parce que ça, c'est facile à faire. Donc on peut, Voilà, noter ses facile à activités, faire, les noter, mauvais pour la santé, ouais, ouais. se remémorer, 3 choses qui nous ont plu dans la journée, par exemple, aussi. Et ce que j'allais dire, on peut le coupler avec les 3 moments de bien-être de la journée, mais avec le journal de gratitude. On Oui. peut effectivement le coupler pour profiter de ses bienfaits. Et donc le soir, ou même dans les études sur la gratitude, ils avaient comparé tous les soirs à 3 fois par semaine, et 3 fois par semaine, ça marchait aussi. Donc tous les soirs ou 3 fois par semaine, en fonction de noter ce qui nous a fait plaisir dans la semaine. Et si on veut bien faire le gratitude, ressentir la gratitude par rapport à ça. Donc, ouais, donc ça c'est excellent, hein, ouais, cette technique-là. Les deux couplés, normalement, ça devrait améliorer. Génial, ouais, c'est super, un super exercice. Très bien. Écoute, il reste 2 questions, donc si vous voulez en poster, enfin en remettre sur le chat, n'hésitez pas. Donc on avait, une avant-dernière question de Julie. Alors tu as parlé de médicaments qui, boostent pour, Parkinson, Alzheimer et cetera. Mais elle demandait s'il y avait certains médicaments qui peuvent interagir avec les neurotransmetteurs. Mais j'imagine que c'est autre que ce dont tu as parlé. Est-ce qu'il y a des médicaments, je ne sais pas, pour le cholestérol ou pour, qu'est-ce qui peut être pour l'hypertension, par exemple, qui peuvent être, en contradiction ou venir perturber, voilà, certains neurotransmetteurs ou des neurotransmissions. Oui, alors, Pour les plus connus, peut-être, tu vas pas faire la liste, j'imagine qu'il y en a oui, oui. énormément peut-être, mais Alors, pour ceux qui sont les ouais, plus ouais. connus peut-être? Alors, déjà, il y en a qui sont utilisés pour ça. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé des neuroleptiques. Les neuroleptiques, c'est des traitements qui vont être anti-dopaminergiques, c'est-à-dire ils vont bloquer la dopamine au niveau du cerveau pour justement éviter, à cause de la dopamine, où on est tout d'un coup on a des envies, des motivations, voire un petit peu des délires, des choses comme ça, on va venir bloquer ça. Donc ça va être les neuroleptiques pour leur activité anti-dopaminergique. Après, on va avoir, pareil toujours en recherché, par exemple, comme je vous avais dit, la sérotonine, elle a différents récepteurs. Et dans la migraine, on va avoir certains récepteurs qui vont être impliqués dans le déclenchement des crises migraineuses. Donc, on a un traitement, par exemple, qui s'appelle la nosertone, qui va être un bloqueur, un antagoniste de la sérotonine, qui va venir justement essayer de la bloquer. Donc voilà, donc ça, c'est justement des traitements qui sont voulus pour bloquer l'effet des neurotransmetteurs. Après, les neurotransmetteurs, ils sont jamais mauvais en soi, hein, c'est quand il y en a trop. Donc, par exemple, quand on a trop de dopamine, on va bloquer avec un antidopamine, un neuroleptique. Trop de sérotonine, c'est finalement assez rare. Et quand on a, c'est soit iatrogène, c'est-à-dire c'est soit une cause médicamenteuse, donc on enlève surtout le traitement. On peut donner ce qu'on appelle du dentrium, bon, on peut éventuellement, mais c'est plutôt enlever le traitement, bien entendu, la cause de ça. Quand c'est une tumeur, on l'enlève. Après, il n'y a pas d'hypersérotoниnergie réellement. Il n'y a pas trop de, voilà, c'est souvent voilà, soit médicamenteux, soit et après, donc quand il y a des dérèglements, donc on peut donner par exemple un antisérotonergique, on peut donner des anticholinergiques. Donc eux, ça va diminuer l'acétylcholine. Donc ça, c'est par exemple ceux qui urinent trop souvent. Donc pour uriner, comme pour aller d'ailleurs à la selle, c'est l'acétylcholine qui est impliquée. Donc en bloquant l'acétylcholine, on va bloquer la vessie, par exemple. Alors quel est le risque? Bien entendu, c'est la rétention aiguë d'urine. Hein. C'est pour ça que les anticholinergiques, il faut faire attention. Aussi, les anticholinergiques, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Tout simplement, comme on avait discuté tout à l'heure, l'acétylcholine est impliquée dans la cognition. Donc, si on bloque l'acétylcholine, on peut avoir une confusion. Et par exemple, c'est un grand classique du sujet âgé à qui on donne un traitement qui s'appelle par exemple le Vésicar ou le Céris, qui sont des bloqueurs de l'acétylcholine parce qu'ils ont une vessie hyperactive. Et donc, en faisant ça, on peut agir, hélas, au niveau cérébral et les rendre confus ou diminuer leur fonction cognitive. C'est réversible à l'arrêt, hein, puisqu'on agit que sur le neurotransmetteur, justement. Donc ça, c'est quand c'est voulu. Après, parfois sans le vouloir, on peut modifier les neurotransmetteurs. C'est par exemple le cas, nous, c'est un exemple qui est très concret dans notre pratique de neurologue, les antiépileptiques. Donc les antiépileptiques, quand ils sont utilisés comme tels, parce que parfois on les utilise justement pour modifier les neurotransmetteurs, mais sinon nous on les utilise en tant que stabilisateur de neurones. Par exemple, donc on a
des crises d'épilepsie, c'est-à-dire des neurones qui vont se décharger et donc donner les crises qu'on connaît, qui peuvent être partielles ou généralisées. Et donc, avec ces stabilisateurs, on essaye que le neurone ne se décharge pas trop. Mais en mettant ces traitements-là, on peut induire un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs qui peut se manifester par des crises suicidaires. Et c'est pour ça qu'on prévient toujours les patients que quand on met en place un traitement antiépileptique, dans les quelques semaines, si tout d'un coup ils ont des idées noires ou des envies de suicide, il faut qu'ils sachent que c'est dû au traitement. Parce que, comme je leur dis, même des fois, je leur dis mot pour mot, je leur dis ne vous dites pas que la vie vaut pas le coup d'être vécue si vous commencez à avoir des idées noires, c'est simplement le traitement, on l'enlève et ça va rentrer dans l'ordre. C'est important de leur dire parce que s'ils font pas le lien, bon, ça peut mal se finir. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc, les antiépileptiques, ils peuvent modifier la neurotransmission. D'accord. Par exemple, après, on en a d'autres. Ils interagissent quand même, les bêta-bloquants aussi un petit peu. Ils peuvent avoir des anticalciques. Enfin, on a différents, mais je dirais les principaux, c'est quand même ceux qui sont à destination donc cérébrale. Par exemple, les antiépileptiques, ça fait partie qui peuvent donner des sortes de dépression un petit peu. On a le cas un petit peu avec les interférons dans les maladies inflammatoires. Ça peut aussi parfois perturber. Et les anticholinergiques, c'est quelque chose d'assez classique également pour des vesties hyperactives ou des choses comme ça. D'accord. Bon, on note aussi les personnes suivant des traitements, peut-être s'assurer que ça ne vienne pas interférer avec les neurotransmetteurs. Voilà, les anticonvulseurs, ils ont également des interactions médicamenteuses, donc il faut connaître, voilà, parce que chacun a à peu près les siennes. Donc c'est pour ça que nous, quand on prescrit tout le temps, on regarde dans le Vidal. Alors après, des fois, on les connaît parce que on utilise quand même beaucoup, surtout en spécialité, on utilise quand même plus souvent les mêmes traitements qu'un médecin généraliste qui fait tout. Et donc, on regarde toujours les interactions et quels médicaments interagissent pour justement pas qu'il y ait d'interactions délétères. Très bien. Merci. Tu parlais de stimulation de voies neuronales. Est-ce que tu pourrais, quand on arrive au terme de ce webinaire, nous faire un petit résumé sur des connexions, enfin résumé, petit rappel des pratiques. Alors tu en parles dans le dossier de la semaine, tu parles du sport, de la cohérence cardiaque, des douches froides et de la méditation. Est-ce que tout ça, ça stimule les voies neuronales? Tu disais qu'il y avait les neurotransmetteurs, mais que c'était surtout important de stimuler les transmissions et les voies neuronales. Est-ce que tu aurais des petits exercices, des petites astuces pour stimuler précisément ces voies? Alors, c'est vrai que si on stimule juste une voie par justement ça peut être une douche froide, on peut avoir l'effet d'une décharge en un neurotransmetteur et après ça redescend. Et d'ailleurs, il y avait une étude sur les douches froides, donc en mer du Nord, où les patients donc ils en faisaient et en fait ils avaient une sorte d'addiction où ils se sentaient beaucoup mieux après la douche froide, donc après le bain froid, parce que quand on fait un bain froid, donc il y a la noradrénaline qui augmente, la dopamine, mais il y a aussi le système endocannabinoïde, il y a les endorphines, donc il y a tout ce qu'il faut pour être un petit peu euphorique. Voilà, c'est ça. Et par contre, ils décrivent qu'après, ils ont des fois un petit syndrome de manque, parce qu'il y en a qui se baignent tous les jours en hiver. Oui. Et même après, même en été, il fait pas toujours très chaud là-bas. Et après, ils ont un peu des syndromes de manque. Par contre, en fait, avec les bains froids et même très chauds, ce qui est connu, c'est l'activation, ce qu'on appelle des heat shock protéines, c'est des protéines de choc thermique. Ils en parlent peut-être dans un autre webinaire. Non, pardon, non, pardon. Non, mais je crois qu'à un moment, j'avais vu qu'il y allait avoir un sujet sur justement le bien vieillir. Ouais, qu'ils en parlaient. Mais je crois peut-être pour le moment, peut-être. Bon, ça me parlait, c'est tout. Excuse-moi. Les head shock protéines, c'est des protéines, comme leur nom indique, de choc thermique. C'est-à-dire que quand on va avoir suffisamment chaud ou froid, elles vont s'activer. Et ce qu'on sait, c'est que ces protéines-là, elles vont avoir un effet très bénéfique au niveau du cerveau sur régénérer les neurones, les voies neuronales, les voies de la neurotransmission. Donc, prendre régulièrement des bains froids, des choses comme ça va booster sur le moment les neurotransmetteurs, mais avec le risque de redescente. Mais c'est ce que Wim Hof explique, ça peut quand même avoir un effet intéressant. Et pareil, toutes les respirations, alors que ce soit Wim Hof ou pas, Wim Hof, vous connaissez, je crois qu'il y a eu des vidéos dessus sur ces respirations un petit peu. C'est une hyperventilation. On en parle un petit peu sur l'hyperventilation. Et puis le docteur Olivier Madel-Rieux, on a parlé un petit peu la dernière fois, un petit peu rapidement. C'est une hyperventilation, oui. Bon, en gros, c'est une hyperventilation. Après, avec une rétention d'air, à poumon vide d'ailleurs, qui crée une hypoxie.
Et ce qui va se passer, c'est que suite à cette hypoxie et à cette hyperventilation, il va y avoir donc une augmentation de la sécrétion donc de noradrénaline, d'adrénaline, mais surtout d'adrénaline et une diminution du cortisol. Et en fait, le rapport entre l'adrénaline qui est augmentée et le cortisol qui est bas, ça va avoir un effet anti-inflammatoire. On va avoir ce qu'on appelle des cytokines. Les cytokines, c'est des messagers intracellulaires qui vont être diminués sur le 1, IL1, IL6, qui sont les inflammatoires, et on va avoir une augmentation des cytokines anti-inflammatoires. Et pourquoi c'est très intéressant? C'est parce que quand c'est pratiqué, c'est pour ça que c'est dans ce qu'il a montré Wim Hof, c'est qu'après on est beaucoup moins malade avec cette technique, parce que l'effet anti-inflammatoire va calmer un petit peu le système immunitaire pour qu'il soit plus reposé quand il va devoir agir. Donc pareil, pratiquer au long cours, alors ça peut être intéressant pour justement l'effet un petit peu neuroprotecteur, l'effet anti-inflammatoire. C'est des techniques. Alors après, toujours pareil, c'est dur de recommander une pratique qui n'a pas été étudiée sur suffisamment longtemps. C'est-à-dire, il faudrait voir des sujets qui pratiquent Wim Hof, je sais pas, 2-3 fois par semaine, dans 30 ans, comment est-ce qu'ils deviennent, comparé à ceux qui l'ont pas fait. Mais d'ailleurs, il me semble que Wim Hof, il a un jumeau. Donc, qui ne pratique pas Wim Hof. Donc, peut-être que ça serait intéressant de voir. Oui, il a un jumeau, ouais. Donc, ça serait intéressant de voir ça, parce que toujours pareil, on voit quelque chose, ça augmente les anti-inflammatoires, le côté anti-inflammatoire, ça augmente l'adrénaline. Les bains froids, pareil, c'est très bien sur le moment. Par contre, est-ce que au bout d'un moment, ça dérègle pas tout ça? Moi, j'ai tendance toujours, au moins dans ce que je conseille aux autres, après pour moi-même, ça peut m'arriver de tenter des choses, mais de ce qu'on se conseille aux autres, c'est de la prudence quand même, parce qu'on ne sait pas toujours les effets. Voilà, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est connu depuis très longtemps. On a des suivis, on a des. Oui, moi aussi, de plus en plus, c'est connu, mais c'est sûr, c'est des techniques qui sont, c'est pas rien. Il y a quand même une hypoxie, mais bon, c'est le manque d'oxygène qui va justement un petit peu mettre le corps en situation de stress pour justement un petit peu, comme le jeûne, comme beaucoup de choses, recréer justement, renvoyer des signaux anti-inflammatoires, des choses comme ça, comme les douches froides d'ailleurs. Alors après, donc oui, pour poursuivre, donc au niveau de la neurotransmission, donc vraiment tout ce qui est méditation, ça a été très étudié. Après, je pense que d'autres choses, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, tout ça, ça peut être très bien. Mais en tout cas, la méditation, elle a montré donc des effets anti-inflammatoires. Elle a montré qu'elle pouvait réguler l'axe hypothalamo-cortical de la surrénale, quoi. Donc justement régler les hormones, donc pas les neurotransmetteurs, mais les hormones du stress, les choses comme ça. Elle va un petit peu réparer l'axe dopaminergique. Et elle va permettre aussi, donc, au niveau du corps, de diminuer la tension artérielle, qui agit également au niveau du cerveau. Donc, méditation est très très intéressante. Les méditations plus de bienveillance, tout ça, elles ont même montré que ça marchait sur le sommeil, mais même la méditation en pleine conscience, hein, ça améliore le sommeil. Qui dit amélioration du sommeil dit qu'on a un sommeil plus profond. Et ça, on en reparlera dans le webinaire sur le sommeil. Hein. Tu vas revenir en parler. Ouais, avec un sommeil profond, on va mieux évacuer cette bêta-amyloïde, entre autres, et donc avoir moins de risque de neurodégénérescence, hein, c'est lié. Après, l'activité physique, c'est très important également, puisque dans l'activité physique, on va justement un petit peu laver le système vasculaire, la pression, elle va monter. En fait, une pression qui monte, c'est pas si grave tant que c'est assez court. Pareil, la fréquence cardiaque, elle va augmenter, c'est pas le plus important. Alors après, on fait attention si on a un saignement cérébral, justement, au contraire, on met les gens au repos, choses comme ça. Mais ça va vraiment être le chronique, ou du moins avoir 25 de tension pendant 2 semaines, c'est pas bon, mais avoir 25 de temps, enfin avoir une tension qui monte, de toute façon, elle est régulée au niveau elle augmente jamais vraiment. Donc on peut faire du sport, on peut faire de l'activité physique. Alors par contre, dans les nouvelles recommandations, c'est même très jeune, à partir de 35 ans, quand on a été sédentaire pendant longtemps, et surtout si on a des facteurs de risque de surpoids ou autre, normalement, avant de reprendre l'activité physique, il faut avoir vu un cardiologue et éventuellement, des fois, faire une épreuve d'effort, hein, bien entendu. Il faut faire attention à sa santé, et si jamais on n'a pas fait de sport depuis longtemps, on a 45 ans, 50 ans, il ne faut pas commencer par un marathon. Parce que là, on peut avoir l'effet inverse qui se passe. Hein. C'est parfois même ce qu'on a dans les syndromes de fatigue chronique, de déconditionnement à l'effort, où on va avoir un effort qui va être tellement disproportionné par rapport au corps qu'au lieu d'avoir des bénéfices et d'être meilleur la fois d'après, on est moins bon. Et donc, les patients reprennent, ils sont encore moins bons et on rentre dans des cercles vicieux. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter son corps. Les recommandations, c'est quand même en cas de reprise de l'activité sportive, surtout s'il y a des facteurs de risque, de faire un petit bilan cardiaque quand même, pour être sûr que le cœur va tolérer. Mais après, l'activité physique, c'est quelque chose de très important, quoi. Activité physique, les respirations, on n'est pas obligé de faire des respirations aussi fortes que Wim Hof.
On peut faire des respirations comme il y a dans le yoga, les pranayama, ou même toutes les respirations sur Vivo Gojo. Je crois qu'il y a tout un webinaire dessus. Oui. Il y en a différents qui sont très intéressantes parce que elles vont réguler beaucoup de choses, le cortisol, elles vont avoir une activité, des vertus anti-stress. Alors ça peut être aussi lié à la cohérence cardiaque. Donc je pense que ça fait partie de l'hygiène de vie. Et après tout ce qui est alimentation, alimentation très important avec une alimentation variée. Les cofacteurs sont également importants. Hein. Les vitamines B, par exemple au niveau du cerveau, on en parle souvent que c'est des cofacteurs d'enzymes. Donc il faut avoir une quantité de vitamine B suffisante. Éventuellement par l'alimentation, faire attention si on est végétarien avec sa B12, hein, à avoir des bons quand même de vitamine B12. La folate, il n'y a pas de problème chez les végétariens parce qu'il y en a plutôt dans les légumes verts, hein, mais parfois je vois des patients, ils ont énormément de folate, pas beaucoup de B12 et ils mangent pas de viande. Donc là, il faut supplémenter parce que les vitamines B, sont très très importants. Et les minéraux aussi, en petite dose, les minéraux, il faut faire attention. Le fer, par exemple, il augmente la mortalité, hein, au contraire. Hein, donc attention à la supplémentation en minéraux. Enfin voilà, il n'y a pas forcément besoin de se supplémenter plus que ça. Hein. Les oméga 3 aussi, c'est très intéressant, très important. La vitamine D. Alors, faut pas se surdoser. Là, récemment, hein, donc il y a des études qui ont montré entre 500 unités et 2000 par jour maximum. Oui. Au-delà, il y a même ce risque même de. Alors, dans la dernière étude, il n'y a pas de différence de mortalité, mais en gros, il n'y a pas de bénéfice. Et il y a peut-être même un petit surrisque de cancer au-delà d'une certaine dose. Donc, vitamine D, il ne faut pas prendre 5000, 10 000 unités par jour. Voilà. C'est si on veut avoir un petit effet bénéfique pour la santé, entre 500 et 2000 unités par jour. Mais ce qui est recommandé, c'est plutôt une exposition solaire raisonnée, donc 10-15 minutes, les avant-bras, voilà, en faisant attention bien entendu au mélanome, parce qu'il ne faut pas perdre de l'autre côté en augmentant ses risques de cancer de peau. Voilà. Donc, mais vitamine D, c'est important. C'est une hormone, une vitamine plutôt on dit plutôt une hormone parce qu'elle est aussi constituée par le corps, donc peu importe, hein, qui agit sur énormément de voies, sur énormément de gènes aussi. Donc, elle va stimuler certains gènes. Donc, il faut être à bonne dose de vitamine D, mais pas plus de 2000 unités par jour, en tout cas ceux qui veulent se supplémenter. Donc, voilà, vitamine D. Si on fait un dosage sanguin, tu conseillerais combien, toi, la vitamine D? Un dosage sanguin, tu as une idée ou? Moi, j'ai souvent. Alors, le dosage sanguin, en plus, c'est pas remboursé, donc je le fais moins systématiquement parce que les patients. Là, après, moi, j'aime bien être proche de la norme supérieure. Voilà. Par contre, il ne faut pas la dépasser parce que trop de vitamine D, donc au-delà, comme on a parlé, des risques de cancer éventuellement, et encore, il ne faut pas retenir ça, mais il faut dire plutôt que ça ne sert à rien d'en avoir trop. Mais il y a aussi surtout des risques iatrogènes, hein, c'est-à-dire que quand on a une hypervitaminose D, la vitamine D, elle a comme rôle d'absorber le calcium, et dans les causes d'hypercalcémie, c'est-à-dire que le calcium est trop élevé, s'il y a l'hypervitaminose D. Hein, donc, il y a beaucoup de patients qui se sont surdosés en vitamine D, et après, surtout les patients âgés, hein, d'ailleurs, ils font une hypercalcémie maligne, des troubles du rythme cardiaque, tout ça. Donc, prudence. Mais à minima 70 à peu près, ça te paraît bien d'être pas aller au-delà? En millimol par litre ou c'est en. T'as quoi comme norme? Le minimum, c'est combien? C'est 50, 150 ou j'avais en tête que 70, c'était bien de pas aller en dessous parce que du coup, ça ralentissait. Voilà, en fait, c'était pour voir si ça correspondait à ce que tu avais en tête. En fait, en dessous de 40, si on est vraiment carencé. 40-70, c'est pas optimal. Et après, dans ces cas-là, en gros, je pense qu'il faut rester dans la norme si vous vous faites doser, parce qu'en plus, elle est dosable, la vitamine D. C'est pas comme certaines vitamines, bon, en fonction du prélèvement, ou même des fois, par exemple, le magnésium, on a du mal à le doser. Parce que le magnésium sanguin ne reflète pas vraiment les réserves du corps. Alors, parfois, on peut doser le magnésium érythrocytaire, mais bon, c'est pas aussi simple. La vitamine D, on a cette chance-là de pouvoir la doser. Nous, on la dose un petit peu dans la sclérose en plaques, parce qu'on sait que des taux bas de vitamine D au moment de la maladie, ça a c'est un mauvais pronostic. Donc, voilà. Et là, par contre, on peut supplémenter, voire même on le fait au niveau des patients, quoi. D'accord. Donc, on prend des petits poissons gras, des antioxydants, tout ça en prenant son petit déjeuner au soleil. On va faire cette petite marche active. Totalement. Et le soir, on t'écoute à faire une méditation de gratitude. On reprend le bonus Vivo Vojo. Et là, a priori, bon. Et on rigole avec ses amis. Et on rigole avec ses amis. Exactement. Exactement. Et là, a priori, bon, il peut rien nous arriver. On aura des neurotransmetteurs au top, les transmissions qui fonctionnent bien. Et ah ben non, on fait pas cette tête parce que du coup, on n'a pas l'impression.
Non, mais oui, c'est vraiment c'est ça qui est important, c'est que c'est un ensemble et que Ouais, le cerveau il interagit énormément avec ce qu'on mange. Aussi, pareil, on n'a pas beaucoup parlé, mais je crois que c'est fait dans beaucoup d'autres vidéos sur le système digestif. oui, Hein, il y a aussi, par exemple, des études, plusieurs maintenant. Il y en a une, la première, elle a été faite avec le Bifidobacterium infantis, qui est un probiotique qu'on donne aux enfants, enfin non, on donne pas aux enfants. On l'a donné chez des rats qui avaient été sevrés de leur mère, qui étaient en dépression. Ça rétablissait ça soignait la dépression. Donc, et après, il y a des études qui ont été faites chez les adultes. Mais maintenant, il y a une marque qui marche, enfin qui a été utilisée pour ça, qui permet ça améliore le score d'Hamilton, qui est un score de dépression. mm, Voilà, on peut même traiter un petit peu les symptômes dépressifs avec des probiotiques, hein, pour dire l'importance du système oui, digestif, que ce soit par les probiotiques, donc apporter directement des bonnes bactéries, ou les prébiotiques, qui sont donc une sorte d'aliments l'alimentation, qui vont ouais. nourrir, voilà, les bonnes bactéries, quoi, Mm. favoriser leur développement. Ouais, ouais, tout est lié. Oui, tu nous en parlais que C'est ça, lié, en fait. Ouais. beaucoup de neurotransmetteurs étaient synthétisés, produits au niveau digestif. Donc, voilà, tout est lié, tout est un ensemble et c'est justement, voilà, ce qui est disponible avec, Dynamica, d'avoir, voilà, toutes les sphères, tous les prismes avec, voilà, et des pharmaciens et des docteurs et des kinés et des neurologues comme toi et du coup, voilà, ça fait un puzzle, magnifique et intéressant, riche d'informations. Merci beaucoup Olivier, c'était, très intéressant. On a vu, des cas très précis et en même temps, voilà, tu nous as donné, des astuces, faciles à appliquer, le petit crayon avec, son papier à écrire, la liste de ce qui s'est bien passé, noter, voilà les activités qu'on a eues pour, jauger un peu de son plaisir. Parce que parfois on se rend pas compte en fait que finalement on va focaliser sur, le petit point noir de la journée et on en oublie que tout le reste s'est très bien passé et donc c'est important et puis le bonus, que tu nous as, proposé sur la méditation de gratitude est super donc voilà à utiliser, 7-8 minutes je crois donc c'était assez court en plus donc c'est facile à introduire dans sa journée et à le mettre, un peu comme une routine. Alors si c'est pas tous les jours, ça peut être tous les 2-3 jours. Tu parlais de 3 fois par semaine déjà. Donc c'était passionnant, vraiment. Merci à tous pour, votre présence. Merci. Olivier, Merci. on va te retrouver, pour parler du sommeil, donc du coup, tu le disais et pour parler également, je ne sais plus, excuse-moi, Système émotionnel, des émotions. des émotions, c'est ça exactement. Donc aussi, j'attends certainement toute la chimie qui se passe, dans le corps. On sera ravis de te retrouver, avec, voilà, tous tes partages, toutes ces informations, passionnants. Moi, de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine et je serai en compagnie de Denis Quester, qui va nous parler, des mitochondries. On va partir à la découverte des mitochondries, c'est une véritable usine à énergie de nos cellules et voilà, il va nous expliquer un petit peu tout le fonctionnement de l'énergie du corps et nous donner des astuces, encore, des principes pour augmenter et grandir, en énergie. Tout un Ça va être programme, lui intéressant. Très important, les mitochondries, effectivement. et encore complémentaire avec ce que tu nous as dit. Ah oui, oui, totalement. Merci beaucoup Olivier, en tout cas vraiment infiniment, c'était très, très intéressant, passionnant. Merci à tous, Véronique, André, Catherine. C'était formidable de partager, avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé, un bon moment autant que nous. C'était, agréable d'échanger. Merci à tous et puis, on vous dit à très bientôt. Au revoir tout le monde.